Bonjour à tous, Didier Reyes pour ce cours sur les bases énergétiques pour les activités physiques et sportives. Premier niveau, il y aura des cours suivants un peu plus approfondis. Alors, ils sont quand même orientés sciences du sport, hein, c'est marqué en haut à gauche ou en haut à droite. Ça veut dire que si vous venez en tant que chimiste, biochimiste, physiologiste et pas de l'exercice, ça va peut-être pas très intéressant. L'idée c'est comprendre en fait comme le métabolisme énergétique, ses applications, pourquoi on en parle en fait, et essayer de corriger surtout les erreurs courantes. Alors, même si c'est orienté sciences du sport, n'empêche que on est quand même sur des bases de chimie, biochimie, biologie, physiologie de l'exercice. Donc, on parle bien de choses avec des fois des carbones, hydrogène, oxygène. Enfin, il faut quand même des réactions énergétiques. Alors, normalement, on est quand même sur de la faculté ou un diplôme de niveau 4. Savoir que ce sont des bases qu'on voit en seconde, en première. Je sais que certains n'ont pas ces bases-là. Alors, ça peut se reprendre aujourd'hui entre YouTube, entre les livres, où le chapitre premier est consacré à ça. Il faut faire un petit effort parce que de toute manière, si on veut s'intéresser aussi à la nutrition c'est le métabolisme et ce sont des réactions chimiques et énergétiques. On ne peut pas se contenter de prenez des carottes, ça vous soigne tel cancer. C'est pas jouable. D'ailleurs, c'est moins notre connaissance et plus on fait des raccourcis en fait de ce genre. On n'a pas défini le métabolisme. Alors le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques de la vie, à la fois de construction et de déconstruction, dans tout ce qui est catabolisme, donc catabolisme, catastrophe, pensez à quelque chose qui est en train de s'écraser, de s'écrouler, et anabolisme, pensez aux produits sinon anabolisants, je ne sais pas si c'est un bon exemple, au moins ça parle. Donc toutes ces réactions en fait constituent le métabolisme énergétique. Alors le schéma qu'on a sous les yeux, souvent il rebute, il fait peur. On se dit, oh là là, il y a beaucoup de flèches, je sais pas, il y en a peut-être 14 à vue de nez, et puis je sais pas combien il y a de tableaux, mais peut-être 12, 13. Mais finalement, c'est pas grand-chose parce que des schémas plus complets, il en existe sur le net comme celui-ci. Et là, il y a quand même quelqu'un qui s'amusait à faire, c'est pas une bataille navale, c'est pas G5, ça y est, j'ai coulé le cycle de Krebs. Non, c'est pas comme ça, c'est qu'en fait, bon, je dézoome volontairement, vous voyez qu'il y a des noms en fait à chaque partie déjà du métabolisme, c'est assez intéressant. Quand on zoome, on comprend que c'est en train sérieusement de se préciser. Et effectivement, ça se précise bien. Ils sont amusés, les gars. Bon, j'ai pris au hasard, j'ai pris pyruvate lactate. Avec une petite particularité que j'aime bien, parce que c'est très rare. Mais quand je dis très rare, j'ai quand même des bouquins de biochimie assez pertinents et on ne voit pas toujours le cofacteur zinc arriver. C'est-à-dire que si vous êtes en carence de zinc, vous avez peut-être du mal à créer des lactates. C'est bien de voir ça. On voit l'enzyme, lactyso-déshydrogénase, ou lactate déshydrogénase. Je ne sais pas en fait en anglais, en français, ou quelle époque on a cité en fait l'enzyme. On peut changer de configuration, mais vous voyez, si on veut s'amuser avec le métabolisme, il y en a qui y passent une vie entière. Donc finalement, il n'est pas si mal. Vous voyez, ce petit schéma est très simpliste, mais trop simpliste. D'ailleurs, on ne voit même pas la chaîne de transport des électrons, donc la chaîne respiratoire, je crois qu'elle n'apparaît pas, et même si elle apparaissait, elle n'est pas pertinente. On ne voit pas donc du coup l'oxygène arriver quelque part. On ne nous explique pas grand-chose là-dessus. On voit que le pyruvate devient lactate, il peut redevenir pyruvate. On ne sait pas trop pourquoi le pyruvate peut aller à l'oxaloacétate, alors qu'effectivement, c'est une partie de ce qu'on appelle les voies anaplérotiques. Mais bon, quand on simplifie, qu'on veut vulgariser, il ne faut pas que ça devienne vulgaire, il ne faut pas que ça devienne faux. Vous voulez en fait, alors il faut être un peu plus à l'aise avec l'anglais, mais vous voulez quelque chose d'un peu plus soutenu et bien fait sur le design, et Metabolism at a Glance. Ce sont des grands bouquins, si vous l'achetez, attention, c'est du 45 cm de haut, peut-être 30 de large, parce qu'à la base, ce sont quasiment que des schémas avec quand même un peu de texte. Très bien fait. Pour ceux qui auraient déjà fait de la bioche, qui connaissent déjà un petit peu ça, qui veulent prendre ce cours comme une révision, vous voyez en bas, ils ont marqué 31 ATP, c'est pas une erreur, alors qu'on est encore à du 36, 38 dans nos cours très, très Frenchy, sachant que dans le Moussard de l'édition de Bock, on a déjà l'explication de ce 29,5 ATP ou 31. On le reprend dans le Portsman. On l'a à pas mal d'endroits, puis on l'a dans le Metabolism at a Glance. Chez Cancourt, on se retrouve encore avec 38 ATP à la fin. J'aimerais bien que le mec fasse le décompte en fait et qu'il les retrouve leurs 38 ATP, ce serait intéressant. Puisque l'idée, c'est de faire un cours appliqué, applicable aux sciences du sport, que vous soyez nageur, que vous soyez coureur, cycliste. Il faut de la terminologie, il faut un lien avec la pratique, donc on va se redonner un petit peu de vocabulaire et un petit peu de pratique de terrain pour comprendre pourquoi on parle de métabolisme. Et je vous présente Georges Caserla qui en France a quand même beaucoup contribué en fait à développer la préparation physique avec son DU qui existait en Bordeaux, si je ne me trompe pas, avant les années 2000.
avant le DU de Cometti en fait à Dijon. Celui que j'ai barré, c'est juste que c'est un ami, mais je ne lui ai pas demandé l'autorisation de mettre sa tête. Donc, ce sera d'ailleurs la seule fois que je mettrai ma tronche dans un cours. Là, c'est pour rendre hommage aux physiologistes que j'ai pu rencontrer ou aux profs très pertinents qui m'ont ouvert les yeux. Et Georges Cazorla, c'est la grosse voix grave du test navette. Hein, vous avez tous entendu. Palier 1, 15 secondes. Bon, voilà, les gens détestent, alors que c'est un homme particulièrement bruyant, j'ai envie de dire agréable, qui était patient avec ses étudiants. Et c'est pas son test, hein, c'était Luc Léger, ses collaborateurs, qui l'avaient fait. D'ailleurs, lui, il a refait le Vaméval. Donc c'est la même voix avec quelques années d'écart. Alors, donc pourquoi tout ça? Pour parler de l'endurance, hein, et puis de l'endurance continue, avec l'intervalle training, le fartlek, le fractionné, dans l'endurance continue, toutes ces petites variantes. Pareil pour l'intervalle training, dans le fractionné qui vient de fraction, hein, où on est en train de diviser quelque chose de précis, comme un 10 km. S'il y a plein de catégories, ça veut dire qu'il y a plein d'intensités, de durées différentes, de fonctionnement. Un coup, je cours plus. Le fartlek, vous savez, c'est le jeu d'allure. Je peux courir sur la route, hein, mais je me prends 2 poteaux électriques, je cours vite. Entre les 2 prochains, je cours doucement. Ou je suis dans les bois, j'accélère quand j'ai envie. C'est intuitif, c'est une variation d'allure en fait. Bon, toutes ces techniques n'empêchent qu'elles utilisent de l'énergie. Et si elles ont peut-être des incidences physiologiques différentes, ou des fois finalement semblables, mais c'est la technique qui est en train de changer. Donc, c'est plutôt dans l'endurance, dans le développement énergétique, et évidemment qu'on va revenir sur le métabolisme, beaucoup moins sur les parties musculation. Le cours a rétréci, hein. Là vous avez 184 diapos, on est à la 14e, donc j'ai marqué savoir l'Empire d'ici 166 diapos. Oh, on ne doit pas être loin de la réalité. L'idée, ce serait que, en fonction de... Alors il y en a qui découvrent complètement ces notions, elles sont nouvelles, hein. C'est que ce qui est dans le tableau, là, quand c'est marqué PCR pourcentage, vous soyez capable de le mettre sur un 100 mètres, un 200 mètres. Alors PCR pour phosphorylcréatine, il n'y a pas normalement de gros mots. À la droite, triglycérides, en fait, on devrait parler de triacylglycérol. Hein, ce sont en fait les formes stockées des acides gras, donc 3 acides gras et un glycérol. Quand ils vont dans la cellule graisseuse, la lipocyte, ça devient de triacylglycérol. Voilà. Mais on dit triglycérides parce que la terminologie n'est pas encore changée. Des notions, hein, qu'on va définir, VO2 max, certains connaissent, d'autres vont découvrir. Vitesse orbite maximale, c'est lié au VO2 max. Hein, on parle de métabolisme, mais finalement, vous allez voir que tout ça est lié. On a besoin d'utiliser la fréquence cardiaque, on va faire le lien entre la fréquence cardiaque et cette partie du métabolisme. Alors, on définit l'endurance rapidement. On rend hommage à des gens intéressants. Zatsiorsky, c'est vieux, mais finalement, elle n'était pas si mal, sa définition à l'époque. Perronnet, si vous pouvez en fait écouter écouter des vidéos de ce monsieur, c'est toujours très très passionnant, c'est assez pertinent, assez pointu. Alors, puisque je vous ai présenté Georges Cazorla, on remet la définition qu'il avait faite, mais c'est une définition de technicien. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans le domaine des sciences de l'entraînement, on se retrouve à parler de VO2 max, de puissance aérobie maximale, de vitesse aérobie maximale, et du coup, on ne s'y retrouve pas. Mais par contre, si on a science du sport, c'était une bonne définition. Allez, je reviens sur, à force de chercher des définitions, on s'est retrouvé avec trop commode. La notion d'endurance est souvent employée à tort et à travers, et à force de tout dire, elle n'évoque finalement plus rien. C'était Gacon qui avait donc dit ça, en sachant qu'il y avait le test de Gacon, le 45-15, qui est devenu le 48-12, hein, pour ceux que ça intéresse. Moi, je fais faire des 48-12 depuis des années. Je ne sais plus si c'est en 2002 ou 2004 qu'il a changé son test. Je suis étonné qu'on parle encore du 45-15. Bon, en tout cas, endurance, mais même musculaire, c'est maintenir une durée optimale, un certain degré d'intensité. Donc, en gros, tous les secteurs énergétiques sont concernés, évidemment. Et on en arrive à une définition propre qui est la capacité à maintenir un effort ou répéter des actions les plus optimales sur une durée ou une distance en fait souhaitée. La personne la plus endurante est celle qui a mis la plus grande intensité. Il est compliqué de penser que l'endurance c'est celui qui dure le plus longtemps. Alors moi si je vais faire un marathon avec Kipchoge, c'est sûr je vais durer plus longtemps que lui. Hein, il va faire 2 heures voire moins s'il est très en forme qui tente un record du monde. Et moi si je fais 4 heures déjà je le crie sur les toits. Et je vais faire 2 fois plus longtemps que lui, je ne suis pas 2 fois plus endurant. Hein. À ce moment-là, on pourrait dire 2 fois moins endurant, c'est peut-être même 3 fois ou 4 fois moins. Donc finalement, la notion d'endurance est mal comprise. C'est mettre la plus grande intensité possible en fait, dans les actions qu'on va faire. La personne la plus endurante, c'est celle qui fait les meilleures actions. Et quelque part, qui a un métabolisme qui fonctionne mieux.
surtout un VO2 max. Bon, c'était une petite présentation, on est à 12 minutes. On monte, c'est-à-dire qu'on vient de faire des petites applications, on va faire des rappels sur le sarcomère et pourquoi on va parler en fait d'énergie, on va finir nos notions et puis on va attaquer après. Il reste peut-être un petit quart d'heure là de présentation. Donc c'est quoi en fait faire de l'endurance? C'est quoi faire des actions musculaires? C'est simplement maintenir les contractions, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça veut dire, si on prend le cours sur la contraction musculaire, faire en sorte que les pontages d'actine-myosine, donc le lien entre les têtes de myosine et l'actine, se fassent toujours donc grâce à l'ATP. Puisqu'on sait très bien que la raideur cadavérique, c'est par exemple ne plus être capable de renouveler l'ATP, donc les têtes restent accrochées, puisqu'en fait l'ATP d'abord décroche en fait la tête, et au moment du contact, là, il y a une réaction, comme justement l'ATP est un petit peu détruit, il y a un changement de configuration spatiale, ça modifie en fait la forme, et ça a une action mécanique en fait. Mais ce qui est marrant, c'est que donc cet ATP utilisé, j'aurais dû remettre l'animation, on nous dit ATP utilisé donne adénosine diphosphate plus phosphate inorganique. Donc adénosine triphosphate pour ATP. C'est simplifié et ça nous retire en fait des choses de la réalité. La réalité, c'est que déjà on a besoin de magnésium. Ce magnésium, il pourrait pas en fait, s'il n'y a pas de magnésium, l'ATP ne peut pas en fait être utilisé en fait de cette manière-là. Il faut faire apparaître l'eau puisque c'est une hydrolyse, lyse et destruction par l'eau. Et l'ADP, bon, sous sa forme, là sur le coup, nous intéresse moins, c'est le phosphate inorganique. C'est sa forme qui nous intéresse. C'est qu'au pH de la cellule musculaire, c'est un ion H+, qui va apparaître, et non pas une autre forme acide complète. Pourquoi je vous dis c'est intéressant? Parce que la contraction musculaire libère de l'acidité. C'est vital pour les 100 prochaines diapos à peu près. Pour notre vocabulaire, toujours. L'hydrolyse, c'est donc la destruction, c'est donc du catabolisme. On passe de, est-ce qu'on voit une petite souris, j'espère, 1, 2, 3 groupements phosphate. Ici, 1, 2, mais il y en a un qui s'en va. Donc j'ai hydrolysé de l'ATP en ADP, adénosine diphosphate. Je peux encore hydrolyser pour faire de l'adénosine monophosphate. Tout à l'heure, on va définir son rôle. Mais je peux aussi reconstruire. En fait, ce sont des petits Legos là. Et les phosphorylations, c'est de l'anabolisme. Et l'hydrolyse, donc du catabolisme. Bon, l'ATP, c'est pas la molécule du siècle, je veux dire, en termes de, elle n'est pas hyper compliquée. Il y a des molécules bien plus compliquées, assez faciles à construire. Alors on pourrait dire, tiens, pourquoi le corps ne construit pas? Bon, on va voir que c'est pas intéressant de les construire, c'est plutôt intéressant de les renouveler en fait. Les rôles, il y en a plein. On peut en trouver dans pas mal d'ouvrages où on explique le pourquoi. De toute façon, on ne peut que expliquer la vie. Mais pourquoi cette molécule en fait est intéressante d'un point de vue échange, d'un point de vue transfert d'énergie. Je vous ai mis en bleu ce qui me semble important. Je vais rappeler des petites choses comme l'énergie lumineuse qui vient du verre luisant grâce à l'ATP. Mais bon, ça ne sert à rien d'en consommer. On pourrait en fabriquer, mais il faut savoir que ce qui nous intéresse, c'est de mieux le renouveler grâce à l'entraînement. L'idée qui est derrière, malheureusement, n'est pas de moi. J'ai repiqué, je les ai refaites, mais j'ai repiqué les idées à Henri Van de Waal qui avait fait des belles explications du pourquoi on ne stocke pas de l'ATP et pourquoi on stocke de l'énergie d'une autre manière en comparant les pièces avec les billets. Et si une pièce d'1 euro représente en fait de l'ATP, eh ben on comprend que c'est plus lourd en fait une pièce par rapport en fait à un billet. Qu'est-ce que vous préférez, avoir 10 kg de pièces ou 10 kg de billets? Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus lourd entre 10 kg de pièces et 10 kg de billets? Ça, c'est une mauvaise question. Mais par contre, qu'est-ce qui a le plus de valeur? On le sait bien, c'est 10 kg de billets. C'est à peu près ça. Si vous prenez 10 kg de gras dans le bide, si vous deviez avoir l'équivalent en ATP, il n'y a pas 10 kg en fait, vous seriez beaucoup plus lourd. Donc, on a des pièces et quelque chose qui nous permet de les renouveler. Alors, si on veut en continuer l'analogie, vous avez 2 billets de $50, vous voulez faire un billard, il vous faut mettre une pièce d'1 euro, ça ne marche pas. Donc on va à la banque, on change les dollars en euros. Bien sûr, la banque elle a durement travaillé, donc elle prend un petit quelque chose et il vous reste à la fin moins de dollars finalement, enfin moins d'euros que prévu. Alors les conversions sont plus bonnes, mais à l'époque où j'ai fait le diapo, le dollar, l'euro était bon. Donc voilà, on stocke des glucides, on stocke des lipides, on les utilise, ils vont nous donner de l'énergie et c'est plus intéressant de fonctionner comme ça que d'avoir en fait des gros sacs d'ATP dans le dos et puis de peser 40 kg plus.
Voilà, alors je remets cette petite animation parce qu'elle est assez sympa, hein, puis certains ont besoin des fois de présentations un petit peu plus visuelles. Alors quand on est en cours, je refais un petit topo là-dessus. Là, je vous la laisse 2 secondes hein, pour voir un petit peu ce qui se passe. Quand on va parler donc de filière énergétique, hein, c'est ce que l'on va faire juste derrière, c'est quoi? C'est toujours les filières qui permettent de renouveler cette molécule d'ATP. Et je parle bien surtout en sciences du sport en fait. Hein. On va se focaliser nous là-dessus. Allez, pour vous faire réfléchir un petit peu, quel est le point commun entre une cellule musculaire, une cellule normale et puis une Aston Martin? Bon, on aurait pu prendre une Dacia, mais je préfère l'Aston Martin. Quand on laisse réfléchir, on en arrive à les 3 grands moteurs. Le moteur, à ce moment-là, ce serait les mitochondries. Mitochondries, petite organite, qui est toujours mal dessinée dans les bouquins. Ça ressemble quasiment pas toujours à la barbe à papa que vous avez sous les yeux, là. Ça a même plutôt tendance, vous voyez, au lieu d'être comme ça sur la longueur, à venir entourer, voilà, de cette manière-là, les fibres musculaires. Ce qu'il y a, c'est qu'on fait toujours des coupes, vous voyez, pour regarder au microscope, et puis forcément, on va la voir à côté ici de la fibre. En fait, on sait bien que ça encadre. Là, dans une cellule plus classique, oui, ça peut ressembler effectivement à ça. Donc, la mitochondrie utilise justement ce que l'on a mangé, donc les graisses, les sucres. Comme nous, ici, on mettrait de l'essence ou du gasoil. Vous préférez de l'essence dans un V12. Et on va utiliser l'oxygène. Et on va libérer quoi, finalement? Du CO2. Et on va revirer, en fait, des déchets, mais on va produire de l'énergie. L'énergie, là, c'est la transmission, en fait, de l'explosion au niveau des roues. Et on ne fait pas d'explosion dans une cellule. Je leur préciserai le plus loin. Hein, on libère l'énergie sous forme de cascade. Ce n'est pas pour rien. Mais donc, dans tous les cas, pour produire de l'énergie, il nous faut des choses de base. Là, en l'occurrence, il nous faudra de l'oxygène. Je vous ai mis plein de petits termes un peu synonymes pour parler des 3 filières énergétiques. Alors, les termes connus sont ceux-là. Il y en a plein d'autres. Si vous lisez, vous allez croire des fois que ça se répète, mais non, c'est parce qu'on peut retrouver de tout dans le livre. Concrètement, on ne devrait plus du tout parler d'aérobie, d'anaérobie. Mais vraiment, nous sommes des êtres aérobies et l'anaérobie a presque aucun sens. Nous ne sommes pas des bactéries anaérobies en fait. Hein. D'ailleurs, nous sommes remplis de mitochondries. Hein. C'est sans doute une symbiose qu'il y a eu en fait dans l'histoire de la vie entre quelque chose qui était totalement aérobie, en fait, la mitochondrie, et nous-mêmes. Enfin, nous-mêmes. Un ancêtre lointain qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on a aujourd'hui. On pourrait peut-être parler de poules des phosphagènes, vous voyez, de glycolyse, et peut-être après juste des voies oxydatives. Ça suffirait. Donc on reprend tout ça pour en arriver à notre muscle doit maintenir en fait une certaine intensité, nos sarcomères doivent continuer à fonctionner, donc ça veut dire que l'ATP doit être renouvelé parce qu'on sait que ces stocks sont très faibles, c'est-à-dire 2 secondes, ce sont les chiffres qui sont donnés un peu partout, et même si c'était 1 seconde 2 ou 4 secondes, en fait on n'a pas assez d'ATP pour tenir en 24 heures, et pourtant on les tient les 24 heures, ça veut dire que c'est renouvelé en fait en permanence. On va l'écrire de cette manière-là, c'est-à-dire les contractions musculaires se font, on a de l'ATP utilisé, donc de l'ADP plus PI qui est libéré, donc l'ADP grimpe en flèche, les phosphates inorganiques aussi, ça s'écrit en fait de cette manière-là, voici le bilan, et ça représentera en fait une mitochondrie. Quand je fais réfléchir un petit peu les étudiants, je me retrouve avec tout, des barbes à papa, je me retrouve avec des serviettes hygiéniques, si c'est arrivé, c'est ce que vous voulez pour vous. Là, ce sera une mitochondrie avec sa double membrane. Vous allez voir que ça a son intérêt. Toujours pour le vocabulaire, vous avez ici une contraction musculaire qui utilise de l'ATP. On a besoin de renouveler l'ATP. Donc, on reprend les 2 petits morceaux et on fera ce qu'on appelle des phosphorylations non oxydatives sans oxygène. Donc, voici les 2 petites filières qu'on va développer derrière. Ou on fera des phosphorylations oxydatives. Donc c'est la voie aérobie, ça veut dire ça, phosphorylation c'est construire, on l'avait dit tout à l'heure, oxydative oxygène, avec les substrats, lipides, glucides, protides, alcool. L'alcool effectivement peut être un substrat, n'en abusez pas, pour la performance sportive ça se serait si c'était bon. Les protides sont toujours utilisés, les lipides évidemment, mais là on va s'intéresser aujourd'hui uniquement aux glucides, on verra dans un prochain cours. Voilà, donc on est dans une des parties en fait du métabolisme. Histoire 2, métabolisme, VO2 max, endurance, j'ai envie de dire métabolisme, c'est la très grande carte. VO2 max, c'est une partie du métabolisme. L'endurance, c'est plutôt de ça dont parlent les sportifs avant de parler plutôt en fait, vous voyez, de VO2 max.
Donc c'est comme si on avait 3 niveaux en fait d'observation. C'est-à-dire que quand vous lisez en fait certains articles, ils vont pas s'intéresser à ce que fait un sportif, hein. Ils vont tout de suite aller voir ce qui se passe d'un point de vue en fait général, ou alors ils vont aller zoomer sur une partie. En sciences du sport, souvent les publications parlent de VO2 max, et c'est tout ce qui intéresse. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est simplement de l'endurance sur le terrain. Alors justement, le VO2 max, certains sont en train de découvrir. Alors, vous fiez pas en fait aux vieilles images mises à l'époque. Maintenant, on peut rire de rien. Donc, initialement, c'est de l'humour. On se doute bien. D'ailleurs, j'arrive pas à croire une seconde que ce soit une vraie photo. Mais bon, peu importe. On dit là ou le VO2 max, on dit c'est le volume d'oxygène, c'est pas la volume. Si je dis la volume, ça fait bizarre. J'ai l'impression d'avoir un teubé qui est en train de s'exprimer. Ça a toujours été le VO2 max, mais comme on dit, VO2 max, c'est la consommation maximale d'oxygène par voie oxydative, par unité de temps et par voie glycolysique. J'en ai vu des trucs bidons. Je vais vous faire un truc bien plus simple derrière, mais c'est bien le VO2 max. Ce qui m'intéresse, c'est de vous présenter les unités, litres par minute ou millilitres par minute par kilogramme. On va l'expliquer juste derrière. L'explication la plus simple qui me parle, le VO2 max, c'est la capacité à inhaler, transporter et utiliser l'oxygène afin de libérer de l'énergie. Voilà, ça me paraît plus clair. C'est-à-dire que je ventile, j'échange de l'O2 et du CO2 dans les poumons. Dans les poumons, c'est pris en charge par, à ce moment-là, les alvéoles pulmonaires qui mettent dans les capillaires sanguins. J'ai donc une diffusion en fait de ce gaz. J'ai en fait un transport là qui est en train de se faire. Donc là en fait il y a une convection, j'ai une diffusion, j'ai de nouveau une espèce de convection, donc un circuit qui est en train de se faire. Et j'ai encore une diffusion puisqu'on va passer après à la cellule musculaire. Pour être dans l'unité, je prends 1 kg de muscle et puis je regarde ce qu'il est capable d'utiliser en 1 minute en dioxygène pur, pas en air ambiant. J'arrive à 50 millilitres. J'ai un VO2 max de 50 millilitres par minute par kilogramme. On sait que tant de quantité d'oxygène égale tant de kilocalories. Vous savez que c'est comme ça qu'on retrouve par exemple le métabolisme, la dépense énergétique de base d'une personne. Prenez son poids de corps, vous le multipliez en fait par 3,5. Ensuite, si je ne me trompe pas, on le divise par 1000, on le multiplie par 5. Là, on est en minutes, on multiplie par 60 et par 24, et normalement, on a justement ce fameux VO2. Alors, pourquoi le poids de corps en kilogrammes ? Si je fais 70 kg, si je multiplie par 3,5, vous verrez qu'il faut 3,5 millilitres de dioxygène pur pour qu'on reste vivant. Donc, on multiplie par 3,5 par le nombre de kilos. Fois 5, c'est parce qu'on sait en fait que c'est 5 kilocalories que va libérer en fait à chaque fois 1 litre d'O2. Donc, on multiplie par le nombre de kilocalories. Enfin bref, oui, on connaît en fait les valeurs. C'est pas pour rien en fait qu'on a des chiffres comme ça précis. Donc 50 millilitres au passage de dioxygène pur, bon, en consommation maximale, c'est pas mal, c'est un bon VO2. Mais je m'entraîne et j'arrive à 60 millilitres. Et ça veut dire que j'ai encore libéré plus d'énergie. Si vous avez en fait un 50 millilitres d'essence dans un verre et 60 dans l'autre et que vous voulez voir en fait lequel va produire le plus de flammes d'énergie, on se doute bien que ce sont les 60 millilitres. Là pareil, plus vous avez utilisé d'oxygène, et plus vous avez libéré d'énergie derrière. C'est le principe de l'entraînement, c'est améliorer le transport de l'oxygène afin de libérer plus d'énergie et être plus performant. Autre vision avec les mêmes infographies, on se retrouve dans la cellule musculaire. N'oubliez pas que dans le sang, l'hémoglobine transporte en fait l'oxygène via les globules rouges, donc les hématies. Et un globule rouge, c'est 250 000 molécules d'hémoglobine, donc ça veut dire 250 000 molécules de dioxygène qui sont emprisonnées, à condition de ne pas être en carence de fer au passage. Mais une fois dans la cellule musculaire, c'est la myoglobine qui prend en charge donc le relais là, au niveau de l'oxygène et qui va la conduire au niveau des mitochondries, donc notre fameux moteur. Et ça fonctionnera, si on est fourni en enzymes, et l'entraînement permet de fournir plus d'enzymes, plus de mitochondries aussi. Et puis surtout, il ne faut pas avoir rien mangé pendant 5 jours, il faut quand même de l'énergie. Alors dans le sport, depuis 40 ans, c'est les pâtes. Voilà, la veille, on mange des pâtes. Bon, ça évolue un petit peu quand même, voir des ouvrages de nutrition du sport. Toujours sous le même angle, et pourquoi je vous remets ça ? C'est parce que je vous remets maintenant des petites formules. À quoi servent ces petites formules ? C'est dire que le transport de l'oxygène, ça passe par plusieurs étapes. S'il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs, ils sont peut-être identifiables et peut-être qu'ils sont des facteurs limitants ou importants au VO2 max. Effectivement,
le débit, hein, qui est lié au nombre de battements par minute et la quantité de sang envoyé à chaque battement. Hein. Si j'envoie en fait 1 cm3 à chaque seconde et que je fais ça 1 minute, j'ai fait 60 fois 1 cm3, j'ai fait 60 cm3. Bon, c'est comme ça qu'on trouve en fait le débit. Là, c'est la concentration en hémoglobine et on gère la tension artérielle, enfin la pression artérielle en fait et la pression veineuse. Et ça, c'est le plus important, c'est la capacité du muscle à extraire l'oxygène, donc la saturation en oxygène et la saturation veineuse en oxygène. Je regarde ce qui arrive, je regarde ensuite ce qui part, je fais la différence et je regarde ce que le muscle est capable de prendre en fait. Et on en arrive à la fameuse équation de Fick, sur le coup que les étudiants n'aiment pas trop. Pourtant, si on est bête et méchant, j'ai envie de dire c'est quoi c'est une multiplication, il y a une soustraction à un moment donné. Si le VO2 max est très important, hein, s'il est haut, ça veut dire que les chiffres doivent être aussi les plus hauts à droite. Ça veut dire que votre fréquence cardiaque, sans doute que c'est lorsqu'elle est maximale qu'on est à VO2 max. Avec une fréquence cardiaque de repos, on a un chiffre en bas à 60. 60 fois quelque chose, ça fera moins qu'une fréquence à 200 fois quelque chose. Donc, quand on est à fréquence cardiaque maximale, on est à VO2 max. Ça, c'est déjà d'entrée en fait un petit lien que l'on peut faire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme facteur ? Vous n'avez pas mangé de fer depuis 3 semaines. Attendez-vous à avoir en fait moins de transporteurs à oxygène. Et ça me semble évident. Et il y a un petit truc à savoir avec cette équation qui est intéressante, c'est que si vous faites de l'intermittent, alors c'est plus pour les sciences du sport encore une fois, vous pouvez quand même être à VO2 max sans être à FC max. Je laisse volontairement en suspens, réfléchissez, quel est le critère qui fait que si ça c'est en bas, quelque chose peut être plus haut. On a parlé des unités du VO2 max, litres par minute ou millilitres par minute par kilogramme. Alors, il faut qu'on ait terminé ça. Toutes ces bases, elles servent pour la nutrition, elles servent pour le métabolisme de base, pour la dépense énergétique de base, pour comprendre un petit peu la suite, hein, c'est logique. Donc on met ça dans ce cours. Qui a le plus gros VO2 max ? L'éléphant ou la souris ? Quand je pose cette question, il y en a qui osent répondre quand même. Alors, c'est ne pas comprendre quelque chose. Qui a les plus gros poumons ? Évidemment, l'éléphant. Mais qui a le plus gros VO2 max ? On n'en sait rien. Alors, on n'a pas encore osé faire courir des éléphants sur des tapis, mais des souris ou des rats, si, il y a ce qu'il faut en fait. Il y a des petits tapis adaptés. Alors, reprenons. Qui consomme le plus de dioxygène ? Pas de problème, c'est l'éléphant. Hein, vu la taille de ses poumons, une souris va lui falloir une journée pour faire ce que l'autre il a fait en une fois. Mais si je prends maintenant un morceau de muscle, en quantité, identique à l'éléphant et à la souris. Voilà. Maintenant, j'ai quelque chose de comparable. J'ai pris 10 grammes à l'éléphant, 10 grammes à la souris. Bon, 10 grammes à la souris, il manque une patte. Hein. Et maintenant, je m'amuse à faire des calculs en me disant, tiens, on a quand même un éléphant qui pèse 4 tonnes, la souris, je suis une bonne souris, on prend un bon rat quand même, hein, à 400 grammes. On avait en fait 100 litres, j'ai envie de dire, par minute. Bon. Et puis, on va se dire, il y avait 0,1 en fait pour la petite souris. On s'intéresse à faire en fait un petit calcul qui est simple, hein, qu'on appelle le VO2 max relatif, qui permet de dire que proportionnellement, là, on avait 25 millilitres par minute par kilogramme, et là 250 pour la souris millilitres par minute par kilogramme. Donc en fait, on avait un VO2 max 10 fois plus fort sur la souris par rapport à l'éléphant. Ça sert à ça, les millilitres par minute par kilogramme, qu'on pèse 5 tonnes ou qu'on pèse 3 grammes, on s'en fiche puisqu'on est en train de comparer la même quantité de matière. C'est ce qu'on appelle le relatif. L'absolu, ce sont les litres par minute, mais ça a son intérêt quand on veut comparer des cyclistes, quand on veut comparer en fait des fois certaines populations. Mais pour comparer proportionnellement, il faut utiliser l'autre échelle, ce qui est important pour la suite encore une fois des cours. Donc qui est le plus gros VO2 max ? C'était la souris. Qui était le plus imposant ? C'était l'éléphant, il ne fallait pas se laisser avoir. Alors sachez que sur les animaux, je n'ai pas trouvé l'éléphant. J'ai trouvé la souris, les rats, j'ai trouvé l'abeille avec des VO2 max qui vont de 2500 à 3000 millilitres par minute par kilogramme. C'est juste énorme. C'est énorme. Là, les insectes ont l'air d'être les champions de VO2 max. J'aimerais savoir quand même comment ils font pour trouver les VO2 max de ces petits bestiaux. Je ne pense pas qu'ils leur mettent des tuyaux dans la bouche, mais bon, c'est toujours intéressant. Ne pas se faire avoir sur le terrain. Vous voyez, alors il y en a qui rigolent de la photo. C'est pas forcément drôle déjà. Qui a plus gros VO2 max ? On n'en sait rien. Parce qu'il manque aussi une donnée. Normalement,
pour être bon, il faudrait exprimer le VO2 max en millilitres par minute, par kilogramme de masse maigre. Là, ce sera intéressant. Sachez que si la personne de droite a l'air quand même plus sportive, bon, là-dessus, on ne prend pas trop de risques. Ça ne veut pas dire que son VO2 max est supérieur à celle de gauche. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a un énorme potentiel. Voilà son jeu de mots. Hein. Vous vous retrouvez avec une personne avec un VO2 max à 65 ou 60 millilitres par minute par kilogramme et qui aurait pu monter à 90 et faire partie de l'élite mondiale. Et vous pouvez avoir quelqu'un de hyper entraîné à 48. Totalement possible en fait. Intéressant d'avoir des vraies mesures si on veut un vrai VO2 max. C'est-à-dire que les tests de terrain, ils ont leurs limites. Ils extrapolent et des fois ils peuvent se tromper. Et bien justement sur le terrain, donc qu'est-ce qu'on mesure? On ne mesure pas vraiment un VO2 max, mais une vitesse aérobie maximale, qui est une vitesse associée à VO2 max. Normalement, si le test était bien fait, la vitesse à laquelle on court fait qu'on est censé être à VO2 max, et dans les articles scientifiques, souvent c'est VVO2 max. Ça semble plus précis que vitesse aérobie maximale. Et justement, vitesse aérobie maximale ou VMA, vitesse maximale absolue, ben non, parlons de VAM. Là aussi, une petite terminologie sur le terrain, une petite erreur classique. C'est bien la VAM que l'on mesure, vous voyez. D'ailleurs, j'ai essayé de chercher les vitesses maximales absolues des animaux. Je me dis, tiens, l'homme, il arrive à aller à 65 km/h, mais quand il est sur un cheval. Hein, on est quand même un peu ridicule par rapport à certains animaux. Donc, maintenant, pour aller plus loin en parlant d'entraînement, en fait, hein, la vitesse aérobie maximale, vous dire qu'il y a un lien avec la puissance aérobie maximale. On va redéfinir juste derrière. Ça dépend donc du VO2 max, du rendement de la locomotion utilisée, de la motivation pour atteindre son VO2 max. C'est-à-dire qu'on est quand même sur du terrain, on est moins sur du physiologique. Et c'est ce que l'on mesure via en fait des tests comme le test navette de léger collaborateur, qui s'appelle plutôt test progressif à palier de 1 minute de léger collaborateur. Quand la grosse voie vous fait palier 1, on monte tout de suite de 0,5 km/h, on passe de 8 à 8,5. Pendant 1 minute, on doit tenir ce 8,5 en faisant des allers-retours. Palier 2, on prend 0,5 km/h de nouveau, et ça jusqu'à temps qu'on atteigne notre palier final. Admettons que ce soit le palier 7, là, dans l'exemple. On est censé être à VO2 max, donc attention. On va déterminer une VAM qui, par extrapolation, nous trouverait un VO2 max, mais ça dépend encore une fois de tellement de critères. L'économie, course. Imaginons que vous atteignez palier 7 avec une entorse fraîche. Ça veut dire que vous avez en fait dû dépenser beaucoup d'énergie pour faire une valeur qui n'est pas terrible. Donc votre VO2 max, il est complètement sous-estimé. Voyez. Mais l'autre critère qui m'intéresse, c'est qu'on est à FC max. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. À FC max, on est censé être à VO2 max. Et regardez, il y a un plateau ici. Ce plateau veut dire, pour les puristes, vraiment, ceux qui font attention, la vitesse obtenue à la fin n'est peut-être pas la bonne vitesse à VO2 max. Peut-être que ça fait 1 minute qu'on avait atteint. Regardez, il y a un plafond ici. On avait peut-être atteint une saturation dans votre capacité à utiliser l'oxygène et votre fréquence cardiaque, elle était en saturation. Ce qui fait que vous êtes tenu 1 minute, c'est que peut-être vous avez un super système d'anaérobie. Mais ça, c'est s'induire un petit peu en erreur faussement. C'est une réalité de terrain, mais on a dit qu'il fallait essayer de retirer ces petits termes. Pour un point de vue pratique, on va les garder. Ce que j'ai essayé en fait là de tirer en fait, c'est-à-dire que j'ai essayé de pousser sur le système anaérobie, c'est ce que je pourrais pas fournir en fait derrière. Donc de toute manière, quand je tire sur une manette, ça fait baisser l'autre de toute manière. Bon, si jamais vous avez fait ce test, découvrez en fait comment ça fonctionne. Hein. Le palier 4, si vous l'avez obtenu, ça vous fait une vitesse moyenne à 10 km/h. Si vous avez 18 ans et plus, ça vous fait statistiquement un VO2 max à 32,6 ml par minute par kilogramme. Pour ceux qui ont atteint des paliers supérieurs, si vous avez d'ailleurs passé un BPGEPS, on vous demande palier 8, entendu pour les femmes. Ça veut dire 44,6 ml par minute par kilogramme. Et palier 10, 50,6. C'est pas mal, 50,6. Ça commence à être assez important quand même. Avec une vitesse moyenne, avec une accélération et décélération de 13 km/h. Je reviens, 13 km/h. Attention, sur une course navette, j'accélère, je décélère. Donc en fait, ça correspond, si on court en ligne droite, à 15,5. Important parce que sinon on se trompe. Bon, là, c'est de la méthodo, on fait de l'endurance, donc je passe évidemment. Pour parler de VO2 max, je vous ai dit en fait, 50, ça commence à être pas si mal que ça en fait. Là, on dit adulte en bonne condition physique, mais il y en a qui n'ont pas le potentiel pour l'atteindre en fait.
Parce que c'est des tableaux, vous savez que si vous n'êtes pas à plus de 65, on se demande comment vous allez faire un marathon en étant à moins de 2h15. Hein, je vous ai mis aussi en bas à droite là, des sportifs et leur VO2 en fait, dit connu. C'est pas celui qui a le plus grand VO2 qui sera le meilleur marathonien, mais avec un petit VO2, il ne se passera pas grand-chose. Sachez qu'en haltérophilie, on a des gens avec des VO2 max à des fois faibles, ce qui n'empêche pas d'avoir donc des performances incroyables dans leur domaine. C'est relatif en fait quand même aux disciplines. Je vous laisse regarder le tableau, faites une pause si ça vous intéresse d'avoir les VO2 en fait par catégorie d'âge, par genre. Il nous reste à définir encore 2-3 trucs, hein. On va être presque à 40 minutes, hein. C'était normal, il fallait s'y attendre pour voir ensuite les parties costauds. La puissance aérobie maximale, c'est que si au lieu de courir, on est en train de pédaler, de faire du rameur, de faire d'autres choses, on va parler de puissance en fait dans ces cas-là, plutôt que de vitesse. Mais ça veut dire qu'on est quand même à VO2 max. Donc on sera en watts. Enfin, il nous faut une bonne économie de course. Là, on se doute bien qu'avec son accident, là, ça va être compliqué d'avoir une bonne économie de course derrière. Donc l'économie de locomotion, l'économie de course, le coût énergétique. Il y a plusieurs en fait, appellations pour à peu près la même chose. C'est le fait que si vous êtes skieur et que vous voulez courir, ça va être compliqué, il faut avoir de la technique. Et l'inverse, ça marche aussi, hein. Surtout l'inverse d'ailleurs, puisqu'en fait, dans l'histoire de l'endurance, on a quand même un des meilleurs coureurs qui a voulu se mettre au ski. Il a été inexistant en termes de performance. Le VO2 max seul ne suffit pas, il faut de la technique. Bon, un petit bilan à ce niveau-là, terrain, pratique, moins métabolisme, mais qui a son lien. Quand on est à fréquence cardiaque, le cœur il va à fond, le transport de l'oxygène est à fond, le cœur ne peut pas extraire normalement plus d'oxygène que ce que vous lui donnez, vous êtes à VO2 max. Concrètement sur le terrain, on est en train soit de courir, on est à VAM, soit faire un autre exercice et on parle de puissance aérobie maximale, et quand on est à PAM ou à VAM, on est à VO2. Voilà. Point clé pour une définition, point clé pour de la compréhension, ça sur le terrain, ça veut dire que ça a une grande application, un pourcentage de la vitesse aérobie maximale, ça veut dire qu'on sera un pourcentage d'utilisation du VO2 max, et donc une contribution de notre métabolisme. Et toujours pour du terrain, ça servira à des étudiants et pour d'autres cours. Alors d'où sort le chiffre? Il sort d'observation. Hein. Mais quand je suis à 10 km/h et que je n'en peux plus, normalement, le VO2 max correspondant à 10 km/h, c'est 35 ml par minute par kilogramme, au VAM-EVAL par exemple. Hein. Donc quand on fait la VAM x 3,5, en général, on n'est pas loin du VO2. Et VO2 divisé par 3,5, normalement on retrouve la VAM. Allez, on garde ça en tête pour le terrain. Voilà. Ça veut dire qu'on a plein de paramètres, il n'y a pas que du moléculaire. Hein. Il n'y a pas que du moléculaire, il y a aussi du cérébral dans les deux cas, du cérébral bête et méchant sur de la coordination et cette capacité en fait à développer une technique et puis votre motivation à vous faire un petit peu mal quand même. La motivation, si vous voulez la travailler, je vais filer un exemple. Attention parce qu'il a l'air quand même un petit peu fort, mais vous voyez, c'est peut-être une source de motivation. C'est quand même créer des situations à l'entraînement qui mettent, alors pas en danger réel, mais qui pourraient faire croire à un danger ou quelque chose de très important. Si vous voulez faire une pause, c'est maintenant, parce que là, on est à 40 minutes. Je rappelle que c'est un cours de 8 heures, ça, hein, qui va être fait en 1h30 à peu près. Donc 184 diapos. Si vous les enchaînez comme ça, vous allez remplir 4 pages ou 5 pages de texte, donc vous faites des pauses. Et là, on commence à rentrer un peu plus dans le dur. On attaque l'anaérobie lactique, alors regardez bien. Quel montage de ouf. Bon, il s'est passé quoi? Hulk, il était énervé, mais c'est le principe de Hulk. Il envoie un tank le plus loin possible et le plus fort. Donc ça veut dire que pour faire ce genre d'exercice, hein, il faut forcément mettre la plus grande énergie possible. Et quand on voit où atterrit le tank, là, on sent que son lancer de marteau, là au JO, il va gagner. Ça dure moins de 6 secondes. C'est le plus intense possible. On est dans le domaine, sur le terrain en tout cas, et puis là on va aller sur de la physiologie de l'anaérobie lactique. Nos contractions musculaires se font toujours, hein, elles sont même très importantes, donc normalement les stocks d'ATP là vous leur mettez une claque monumentale, donc monte en flèche l'ADP et le phosphate inorganique puisque ce sont les résidus d'ATP. Plus il y a de phosphate inorganique et d'ADP, et plus ils vont réagir avec d'autres milieux, enfin avec d'autres molécules. Et là l'ADP va réagir avec la phosphocréatine, c'est une molécule qui est toujours présente, il n'y a pas un stock quelque part, ça se promène dans le cytosol, c'est là, c'est présent,
Et dès que l'ADP monte en flèche, il a plus de chances de rencontrer la phosphorylcréatine. Et regardez, c'est phosphorylcréatine, c'est-à-dire qu'il y a un groupement phosphate. Ce groupement phosphate, il est cédé très rapidement en fait à l'ADP. D'ailleurs, en fait, on reconsomme à ce moment-là un H+, mais bon. On reforme de l'ATP et on se retrouve avec de la créatine seule. En même temps, deux ADP, quand ils montent en flèche et qu'ils rencontrent le bon enzyme, l'adénylate chylase, qu'on appelait encore myokinase, deux ADP se rencontrent, reforment un ATP, puisqu'on a deux phosphates, on en met 3 d'un côté, et on se retrouve avec un adénosine monophosphate, qui lui, quand il commence à monter en flèche, il va réagir aussi. Alors c'est dans un autre cours, on verra ça, c'est le cycle des purines nucléotides, mais c'est un des précurseurs de la suite des réactions chimiques. Ça veut dire que la glycolyse qui va s'enchaîner derrière, c'est parce que ça monte en flèche qu'elle s'accélère. Vous voyez, c'est très rapide, c'est instantané, il n'y a pas de délai. On a pu maintenir comme ça pendant 6 secondes, on a tapé nos stocks de phosphorylcréatine, après il faudra les reconstituer fortement. Les enzymes ici sont limitées. Il y a un moment donné, voilà, on a atteint un petit peu ce pic, voici les bilans. Et avant le bilan, on est obligé de parler donc des notions de puissance et capacité, parce que ça va nous servir pour la suite. Ce petit schéma, on le retrouve partout, je m'étais amusé à le refaire à l'époque, c'est de se dire on doit fournir de l'ATP, c'est le réservoir final, c'est de l'ATP. Mais avec plein de manières de le renouveler. Anaérobie lactique, c'est ce qu'on a vu. Tout petit réservoir, mais super débit, c'est-à-dire qu'en fait, il balance une dose d'énergie importante. La suite aura un réservoir plus grand et un plus petit débit. On va avoir encore des plus grands réservoirs, mais des plus petits débits, vous avez vu. Et on ne s'intéressera pas à l'oxydation des graisses, qui est compliqué, mais qui pourra se faire dans d'autres cours. On restera sur l'oxydation du glucose aujourd'hui. Je vous présente Jacques R. Portman, qui est physiologiste de l'effort à l'Université libre de Bruxelles. Et il y en a qui se prennent en photo des sportifs. Moi, c'est des physiologistes, chacun son truc. Toujours le même pote avec qui j'ai fait les mêmes études. Là, on était à Bordeaux. Si je vous le présente, c'est parce que son bouquin déjà est passionnant, ses cours l'étaient, moi ça m'a éclairé à l'époque, et puis parce que le schéma suivant, il vient de lui en fait. Vous voyez, et ça date de 88. Vous aviez quel âge? J'en avais 12. Quand on est en train de découvrir en 2020 des schémas qui datent de cette époque, on dit on a dû avancer depuis. Oui, justement. Comment peut-on encore présenter des schémas sous cette forme? Vous les verrez à la fin, alors qu'il faudra raisonner sur une forme totale, globale. C'est quand même pour comprendre ce qui se passe en dessous. Il y a bien une notion de puissance. La puissance, c'est la plus grande quantité d'énergie en fait que l'on met sur un temps donné, par unité de temps. J'ai remis la définition. Si on ne comprend pas bien, vous avez 2 secondes, quelle énergie vous pouvez mettre dans 2 secondes? Ou même une seule seconde. Et alors, c'est un exemple qui parle, mais admettons, on se met toutes les minutes une bonne claque. Vous savez, les concours de claques là, qui se font ici. On s'en met une toutes les 10 minutes. L'air de rien, on va s'en prendre au bout de 10 minutes, 10 claques. Et imaginons qu'on puisse mettre toute la puissance, toutes ces 10 claques en une seule. Concrètement, à la fin de la journée, vous avez pris la même énergie dans le visage. Que ce soit 10 fois une claque d'une certaine puissance ou une seule qui cumule les 10, c'est pareil. Donc, sur le coup, pourtant, c'est pas pareil. Voilà. Ça veut bien dire que la puissance, ça a quand même eu son importance. Et la puissance, elle est très haute, mais elle ne dure pas longtemps. Et on a derrière cette capacité qui dure plus longtemps. Donc le côté efficace, à un moment donné, ça s'écroule. On se dit, allez, 20-30 secondes, ça paraît assez fort, même d'ailleurs sur l'anaérobie lactique. Est-ce que ça, on l'améliore avec l'entraînement? Alors l'entraînement améliore des performances, mais ce n'est pas forcément lié à ce qui se passe là-dedans. Je vais le remettre plus loin, ça. J'ai oublié de vous mettre la définition de la capacité et dire que pour qu'on ait tous les critères, il faut que la filière, si on parle de filière anaérobie lactique, il faut que ça dure vraiment très peu de temps. 6 secondes, c'est arbitraire, ça pourrait être 4 secondes chez certains individus, c'est une tendance. Super important, ça, pareil, ça date de 1976, très bon cru, surtout au mois de juin. Donc ça à mon âge, c'est à 44 ans. On a quoi? On a alors la CP comme créatine phosphate, c'est phosphorylcréatine, parce que les gens appellent que phosphocréatine, créatine phosphate. On le fait à notre sauce, ça sonne bien à l'oreille, c'est plus sympa à dire, mais c'est pas la bonne appellation. On est sur un exercice épuisant sur le quadriceps. Qu'est-ce qui se passe? On se retrouve en fait à vider en fait les réserves de phosphocréatine, on attend, on regarde ce qui se passe, et puis on se dit tiens, en 3 minutes à peu près on est à 90%, c'est un entre les deux, ça monte très vite. Après ça plafonne. Alors
méfiance des gens qui pensent qu'il y a une surcompensation, c'est juste que le début de l'exercice, il ne devait pas non plus totalement froid, vous voyez, il était un peu chaud, donc la réserve est là. On ne cherche pas à interpréter ce qui se passe là-haut, on cherche plutôt à interpréter ce qui se passe là. De comment on récupère de l'anaérobie lactique. Regardez ce qu'ils ont fait à l'époque. Si vous connaissez les techniques de BFR, hein, c'est tout ce qui est... ce n'est pas des strangulations, ça c'est autre chose, mais c'est tout ce qui est en fait empêcher les occlusions en fait. Alors, elles sont plutôt partielles, hein, avec le Katsu Training par exemple. Mais là, une occlusion, c'est un peu plus fort. Ça veut dire qu'on empêche complètement le sang de passer. C'est carrément le garrot là. Et on regarde ce qui se passe. Bah, c'est assez simple, il ne se passe rien. La phosphorylcréatine ne récupère pas. Je pourrais vous dire, allez, faites une pause, réfléchissez pendant 2 minutes. Quelles sont vos hypothèses? Pourquoi il n'y a pas de récupération de la phosphorylcréatine quand on coupe l'arrivée du sang? Vous pourriez me dire, bah, c'est peut-être parce qu'il y a de la phosphorylcréatine dans le sang. Ça pourrait être une hypothèse. La deuxième, c'est que l'oxygène sert à quelque chose. Bah, sûrement que c'est bon. Enfin, en fait, ça a été tranché. C'est que l'oxygène est nécessaire. Vous voyez que le métabolisme, c'est un ensemble à la récupération de la phosphorylcréatine. Donc, si votre système de transport de l'oxygène il n'est pas bon, votre récupération de la fameuse anaérobie lactique, il n'est pas bon. Donc, quand vous voulez faire du VO2 max à des footballeurs, du VO2 max en fait à n'importe quel sportif qui doit réitérer des efforts, c'est pas pour rien. C'est que réitérer des efforts, ça demande un bon transport d'oxygène. C'est pas de l'endurance pure, c'est juste du VO2 max. D'où la notion d'anaérobie qui serait à mettre à la poubelle, mais que finalement l'on garde en fait sur le terrain, mais anaérobie. C'est pas vrai, sans air il ne se passe rien au niveau de cette filière. Le grand inconnu, que devient la créatine? Parce que là les gens sont pressés sur la créatine, hein. On n'en parle pas là, hein. Je vais vous faire un petit topo de 20 secondes, mais il n'y aura pas de diapo sur la créatine, on va montrer ce qu'elle devient. Par contre la prise de créatine, c'est quand même bien documenté aujourd'hui, hein. D'ailleurs Portman était très pertinent là-dessus. Il n'y a pas de problème de rein. Alors évidemment, si on a des insuffisances rénales, on est méfiant de tout, mais enfin 2 steaks hachés, c'est plus compliqué à être pris en charge par les reins que 2 petites cuillères à café de créatine que vous mettez dans un jus d'orange, ce qui est dégueulasse au passage. Bon, pas de problème de rein et pas de problème de cancer ni quoi que ce soit jusqu'à présent démontré. C'est un produit qui a l'air plus ou moins anodin et qui peut démontrer, dans certains cas, une petite efficacité. Les petits tableaux qu'on aime bien, parce qu'à un moment donné, il faut quand même retenir des petits trucs. Hein, on montre les délais d'intervention. Alors, substrat, ça veut dire c'est quoi le carburant initial? Bah, là, c'est la phosphorylcréatine, hein, qui sert à faire quelque chose, et l'ADP. Nous, le substrat, c'est plutôt les pâtes. Hein, vous voyez, le gruyère, le ketchup. Hein, mais au niveau cellulaire, on s'intéresse à des choses plus précises. Bilan, mais souvent un ATP, c'est faux. Il y a un ATP pour la phosphorylcréatine et un pour les 2 ADP. Anaérobie lactique, si vous voulez en fait entraîner, améliorer, en fait c'est parti. Je vous laisse faire une pause, regarder comment ça fonctionne. Les petits tableaux, ils proviennent du bon bouquin, de l'excellent bouquin même de Grégoire Millet. C'est un collectif d'auteurs. Il y a Pradé qui a fait d'ailleurs ces tableaux-là. Hein, je les avais repris. Il avait fait, je crois, l'entraînement chez les jeunes. Puis il avait fait ces petits tableaux-là qui reviennent un peu de ses bouquins son bouquin de préparation physique. Hein. Ils étaient bien faits, donc bon, je leur cite. Et puis ça fait, moi, je sais pas, 10 ans que je conseille d'acheter ce livre. Le problème, c'est qu'on ne peut plus l'acheter. Donc, Grégoire Millet, sur sa page Facebook, il a mis un lien pour télécharger le PDF. Donc, vous pouvez récupérer maintenant le livre. Je vous le conseille. Hein. C'est un petit ouvrage, mais condensé, avec des petits trucs très propres. Bon, bah, on y va. Anaérobie lactique. Bon, un gros chapitre. Et puis là, on va parler forcément à un moment donné du lactate. Et puis, il y aura tout un topo là-dessus. Hein. Et là, encore ma tronche. Allez. C'est la dernière fois, je crois que... Oui, c'est ça, c'est la dernière photo. Avec surtout Jean-René Lacour. Ma tronche, on s'en fout un peu. C'est plutôt Jean-René Lacour qui est intéressant. Si je ne me trompe pas, plus jeune doyen de France. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais surtout, c'est qu'en 90, il avait déjà fait des liens entre les coureurs de 400 mètres et leur lactatémie, donc le taux de lactate dans le sang, avec des espèces de conclusions sans appel. Les sportifs qui ont les meilleures performances sont ceux qui génèrent les plus hautes lactatémies. On réfléchit là-dessus. Hein, peut-être que finalement produire beaucoup de lactate c'est pas si mal. Déjà en 90 il y avait quand même des choses qui apparaissaient et je vois que 30 ans plus tard on est encore sur l'acide lactique qui donne des crampes, des courbatures, des maux de tête qui nous fait vomir. Allez, dans 3 semaines on aura un article qui dit que ça donne le cancer.
Bon, nos réactions se font toujours, elles étaient censées s'épuiser, donc pendant qu'elles s'épuisaient, réellement la glycolyse était en train de tourner, bon, en simple, en 5 secondes elle est optimale, hein, c'est-à-dire que c'est très rapide. Le délai il n'est pas long en fait pour la glycolyse. Glycolyse, glyco c'est doux en grec, lyse, destruction, destruction de ce qui est doux c'est le sucre. Le sucre ça fait, attention pas le saccharose C11H22O11 N fois, le glucose, la molécule, version très utilisable en fait dans les cellules, c'est C6H12O6. C'est là où, si on n'aime plus trop la chimie, on a l'impression qu'on va éteindre l'ordinateur. Alors, c'est juste, il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, et on met des quantités. Hein. C'est un peu comme si on lui marquait 3 œufs, vous marquez 3 O, plus 5 cuillères d'huile, vous marquez plus 5 CH. Enfin, à un moment donné, c'est une manière de décrire quelque chose. En tout cas, quand le glucose qui passe facilement du sang à la cellule arrive, tout de suite on l'emprisonne. Comment? En lui mettant en fait 2 ATP, alors à la suite, hein, c'est une fois puis 2 fois. Alors c'est bizarre parce que je dois produire de l'ATP, je commence déjà à en consommer. Alors c'est bizarre quand on découvre ça, puis finalement ça se fait comme ça depuis des millions d'années, voire des milliards. Donc c'est pas bizarre, c'est même assez logique. Le glucose peut rentrer et sortir comme il veut en fait de la cellule. Dès qu'on lui colle un phosphate, là, il devient imperméable, il ne peut plus sortir. La cellule l'empêche de passer, la porte est fermée à clé. On lui colle 2 ATP, il ne bougera plus. Et là, le but, c'est quand même de ressortir de l'ATP. Pour ça, il faut qu'il pique des phosphates. Et les phosphates, il va les prendre dans le milieu, puisqu'en fait, ils sont en train de monter en puissance. Il faut une colle. Hein, j'ai du sucre. À la base, je ne vois pas de phosphate là-dedans. Je lui en ai mis 2. Et s'il m'en ressort 2, ça ne s'est rien passé. Je lui mets 2 phosphates, donc je vais pouvoir sortir 4 ATP, puisque 1, 2, 3, 4, j'en sors 4. Mais j'en ai utilisé 2 ici, donc 4 moins 2, net. Concrètement, il n'y a que 2 ATP qui vraiment arrivent, en fait, hein, puisque j'en ai pris 2 au départ. Mais cette colle-là, très très utile, quand elle est modifiée, comme une colle, hein, quand vous mettez la colle, vous avez collé quelque chose, elle ne sert plus. Là, ça devient ce qu'on appelle du NADH, donc c'est une forme réduite. Donc ça, c'est nicotinamine, adénine, dinucléotide. C'est pas très intéressant de retenir le nom. Ça devient du NADH plus H+. Qu'est-ce que ça devient ça? Il va falloir qu'on le renouvelle. Alors comment? Vous voyez que là, glucose, alors pyruvate, on a 2 pyruvates, hein, on va détailler ça après. C'est un nom. Je sais quand je présente ça qu'on prend le temps, les gens me disent mais je comprends pas, c'est quoi pyruvate? Si tu as compris glucose, tu comprends pyruvate, c'est juste qu'on l'a cassé en 2 quelque part. Hein. Je prends une table, je la casse en 2, j'ai toujours 2 morceaux de table quelque part. Par contre, il y a des petits bouts par terre. Voilà, il manque des petits trucs. Hein. Quand je vais la recoller, elle ne sera jamais aussi complète que ça. Ou il faudrait que j'aille chercher de la matière. Mais quand je fais maintenant de pyruvate à lactate, on voit que le lactate il est plus grand que le pyruvate. Là, il y en a 3, là 3, 5, 3. Pourquoi? Parce que finalement, regardez, mon NADH, il revient ici. Ça devient du NAD, donc il lui prend les H, mais donc il renouvelle mon NAD. Cette réaction-là, finale, qui est le final en fait de la glycolyse, permet de maintenir le taux de NAD. C'est bien fait la nature. Ça veut dire que plus vous produisez ici de lactate, plus vous renouvelez ici le NAD, donc plus vous maintenez de la glycolyse. Le rôle du lactate, déjà, dans un premier temps, c'est maintenir la glycolyse. Parce que c'est vrai que quand on passe de là à là, il n'y a plus de création d'ATP. Hein. L'ATP s'est fait au-dessus. Donc bon, il y aura cette étape-là, elle n'est pas importante. Elle n'est pas importante, vous avez qu'à faire un 400 mètres, vous allez voir si elle n'est pas importante. Alors, micro-bilan, qu'est-ce qui est venu là? Oui, on a mis anaérobie lactique en bas. Petit bilan pour ceux qui aiment bien, voilà, je vous le remets, c'est un petit peu agressif pour les yeux, je changerai ça plus tard. On n'a pas parlé du glycogène pour l'instant, on en parlera dans quelques diapos. Je voudrais faire un petit topo sur le méchant acide lactique. Je n'ai pas parlé d'acide lactique normalement, mais de lactate. Et pourtant, avec Raphaël Blaro, qui est Blablaro au tableau, je crois que maintenant sa chaîne YouTube il l'a changé. Hein, ici Raph, je crois que tu ne m'en voudras pas. On s'est amusé à faire un petit peu un topo là-dessus en se disant mais est-ce que ça continue, est-ce que c'est d'actualité? Oui, tous les jours, en tout cas toutes les semaines, quelqu'un me fait un imprimé écran de son cours, on trouve sur internet, dans les journaux, il y aura de l'acide lactique, qui est le frein de l'effort, qui fait la sensation de brûlure, qui fait tout, qui pique, je vous dis. Hein. L'acide lactique, ça pique, voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des années, il y a eu un lien entre lorsque le pH est en train de descendre, on a le lactate qui monte en flèche. Hein. On a fait comme ça une espèce de lien. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Hein.
C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui apparaît à un autre que tout de suite il y a un lien entre les deux en fait. Ça peut être un témoin indirect, ça peut être quelque chose de logique, mais sans qu'il y ait une responsabilité. Vous voyez, c'est un petit peu responsable mais pas coupable. Donc ce que je vous mets ici, ça c'est faux. Ça veut dire que dans le corps, dans une cellule animale, il n'y a pas de production d'acide lactique qui devient un ion lactate et un ion H+. J'entends toujours, depuis 2004, moi. Les gens qui disent non, mais on sait, c'est pas lactate le problème, c'est en fait l'acide lactique est devenu un ion lactate et c'est l'ion H+ qui pose problème. Toujours pas en fait. Ça c'est faux. Alors j'ai le droit à la version, ouais, mais je dis acide lactique, mais parce que c'est plus simple en fait que lactate. Alors je vous le fais, hein, acide lactique, lactateux. Ah, c'est plus rapide de dire lactate, c'est toujours pas un argument. Bon, il n'y a pas d'argument, c'est qu'en fait on n'est pas au courant, la chimie. On n'a pas envie de la lire, alors qu'il existe des dictionnaires de biochimie. Hein, tout le monde a ça, en fait, sur son ordinateur. Alors, c'est de se dire, il y a des acides, il y a des bases. Donc, il faut reprendre un petit peu les... On voit un peu ça au lycée, c'est pas terrible, mais ça se retravaille vite. Et dire que, en fait, le lactate, hein, ça provient de la glycolyse, en fait. Alors, anaérobie, c'est pas besoin de dire ça, mais du tissu animal. C'est le L-lactate au passage. Et que l'acide lactique, c'est bien un produit très proche évidemment du lactate, j'ai envie de dire, mais qui n'est pas produit dans le corps. Alors, certains auteurs sont aussi un petit peu énervés. On a Roberts qui régulièrement met une petite couche là-dessus. On a aujourd'hui de bons nombres d'articles hein, quand même sur le sujet. Et j'aime bien, alors je vous laisse lire cette phrase-là, à la limite. Voilà, si vous n'avez pas le temps, mettez pause. Et puis les points clés. L'acide lactique est un terme inapproprié qui contribue à la confusion actuelle concernant le métabolisme énergétique et les modèles de fatigue musculaire. Le terme lactate devrait être utilisé à sa place. Merci monsieur. Ben oui, déjà dire acide lactique induit tout le monde en erreur. Acide lactique, ça veut dire acide, ça pique, c'est pas bien. Voilà. On devrait dire lactate. Le lactate n'est pas responsable de la fatigue musculaire, mais constitue plutôt un substrat énergétique important, facilement utilisé par de multiples tissus dans tout le corps et non confiné aux conditions anaérobies. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être en anaérobie pour en produire, puisqu'ils sont produits tout le temps. Et là, on va l'appuyer plus loin. Ce qu'on vous présente, alors des fois on a l'impression que c'est un scoop, alors que ça n'a rien de nouveau, ça fait quand même 20-30 ans que ça existe. Ce qui est nouveau aussi, c'est la fin de la glycolyse. On n'a pas inventé donc la roue, hein, il y a des gens qui l'ont fait en fait avant nous. On va essayer de tuer un petit peu des mythes, alors pas la pauvre bête, on va parler des vrais mythes. Vous chercherez sur le net en quelle année il y a eu cette manifestation. Et puis, comme souvent, vous découvrirez que c'est un fake. Hein. C'est devenu en fait un concours national, ça, sur Facebook. Bon, en tout cas, là où c'est pas un fake, ce monsieur-là, au nom imprononçable, mais bon, non, mais en fait, il n'y est pour rien. Au contraire, il a contribué à des belles avancées. C'est lui qui a découvert l'acide lactique dans le lait à la base, donc à l'air libre. Les bactéries, effectivement, existent bien. Ensuite, on a commencé à découvrir sur les tissus animaux en broyant, en faisant des choses et en remettant à l'air libre, en disant il y a de l'acide lactique. Bon, jusqu'à temps qu'on découvre que non, il n'y avait pas d'acide lactique, mais du lactate, sous la forme de gauche au passage. On a des articles incroyables. Alors, on prend un tout petit peu de temps. Alors, si on est allergique à l'anglais, je ne suis pas non plus un très fort, mais enfin, il a fallu quand même s'y mettre. Regardez, hein, lactate is always the end product. Bon, quand même. Lactate is always the end product of glycolysis. Pour les spécialistes anglais, vous avez rigolé. Mais le lactate est toujours le produit final de la glycolyse. Là, par contre, c'est sans appel. Déjà, le titre, il est quand même sans appel. Je crois que sur Google, si vous marquez lactate, not pyruvate is always the end product of glycolysis, on tombe carrément sur un chapitre d'un livre de biochimie qui parle de ça. Qui dit qu'en fait que simplement ça fait plus d'un siècle qu'on avait résolu en fait la glycolyse, qu'on pensait qu'elle était aboutie, que c'était une réaction propre, facile. Bon, mais finalement on s'est rendu compte que la base elle n'était pas bonne. Article de Brooks là, qui était le mec dans les années 90, avait quand même déjà découvert les transporteurs à lactate, hein, les MCT, monocarboxylate transporteurs. Lui, il fait un très bel article un petit peu là-dessus sur les navettes qui se font dans le corps et surtout. Regardez, on a un glucose, bon, en fait, il y a une séparation, c'est normal. On arrive au pyruvate et il nous montre qu'il y a plus souvent, finalement, du lactate qui est créé déjà que du pyruvate. D'où le titre, hein, on revient en fait ici sans problème. Les schémas commencent à changer aussi hein, dans les bouquins. Donc, par exemple, vous avez ici
le lactate qui rentre maintenant directement dans la mitochondrie, évidemment, on le savait, mais c'est bien de le mettre comme ça, parce qu'il y a encore des gens qui pensaient que c'était une théorie, et qui va en fait ensuite faire tout ce qu'il a à faire. Enfin, on a vraiment évolué en fait sur le sujet. C'est un peu ça, surtout ces dernières années, hein, c'était de démontrer que c'est le lactate finalement qui arrive, et pas la mitochondrie, pas le pyruvate. Le texte, il est simplement pour rendre hommage en fait à Georges Cazorla et à Jean-René Lacour, des cours qui m'ont offert en 2002, où en fait ça c'était un devoir que j'avais dû faire, j'avais écrit ça, donc j'ai remis dans des cours à l'époque. Mais déjà en 2002, regardez, il y avait quand même des infos intéressantes, je vous laisserai faire une pause et regarder ce qui était écrit. Je vous dis, ça c'était vraiment mon devoir en fait de l'époque. Et puis j'avais noté ça, je m'étais noté qu'il y avait un 3/4 d'oxydation, qu'il y avait une glycogénèse, donc on refaisait du glycogène grâce au lactate, et que l'élimination, finalement, elle était très très faible. Bon, maintenant, ce que l'on sait, eh bien, le lactate est consommé par le cerveau, il en est très friand. Le cœur, on l'a dit dans d'autres cours, le foie est capable de l'utiliser, c'est le cycle de Cori qu'on verra un petit peu plus loin sur ce qu'on appelle la récupération active. Les cellules musculaires le produisent évidemment à l'exercice, hein, le diffusent aux autres cellules musculaires, plus à celles qui fonctionnent, hein, puis même celles qui ne fonctionneraient pas. Il n'y a aucune cellule fonctionnaire. Aucune cellule musculaire ne fonctionne pas. En fait, on a toujours en fait un maintien, un tonus pour être à 37 degrés, même quand on dort. Hein. Donc finalement, tout le monde consomme lactate, et si on peut en trouver des traces dans des urines, et on va dire c'est que c'est un déchet. Non, c'est que quand il y a une très grande quantité de quelque chose dans le sang, il est possible des fois qu'à force, il puisse passer au travers et être un petit peu évacué. Moi, j'aimerais bien vous faire répondre aux questions. Déjà, quel est le rôle du lactate? Pourquoi une corrélation avec la baisse du pH? La baisse du pH est-elle la raison de l'arrêt de la contraction musculaire? Est-ce que c'est bon d'en produire du lactate? Il y a des questions auxquelles vous pouvez répondre, d'autres non. Donc, notez-les et essayez d'y répondre un peu plus loin. On se remet la base. Hein. Le lactate, premier rôle, c'était déjà maintenir le niveau en fait, de NAD, donc de la colle à phosphate. Et si on ne peut pas coller le phosphate, on ne pourra pas faire ATP. Pour les plus puristes, on a le détail de la glycolyse. Comme ça, on voit bien où l'ATP en premier arrive, en deuxième. Ensuite, il y a vraiment une coupure en deux. Parce que ce que l'on ne voit pas là sur les schémas, c'est que le métabolisme, on a dit, c'est anabolisme et catabolisme. Donc des fois, on peut construire. C'est-à-dire que les réactions peuvent s'arrêter et partir ailleurs. Hein, ou on peut arriver à d'autres étapes directement. La vision plus simple pour dire, ah oui, effectivement, on a un petit cycle qui se fait avec le NAD, on comprend pourquoi c'est assez important. Vous voyez toujours cette cascade, en fait. Hein. Je reprends l'exemple, une petite boule de 100 kg, hein, qui ferait 50 cm, une sphère de 50 cm de diamètre, qu'on ferait tomber en fait en haut d'un escalier, on met vos pieds en dessous. Bon, sur la dernière marche, les 50 kg vont vous faire moins mal que si on lâche la boule de la même hauteur de l'escalier, sans les marches, et directement sur les pieds. Pourtant, c'est la même boule. Quand on lâche de l'énergie en fait par étapes, c'est plus intéressant que d'un seul coup, en fait, cette fameuse explosion qu'on peut avoir dans un moteur. On a appris l'Aston Martin tout à l'heure. Toujours pour les plus puristes, eh bien, vous avez les réactions sous les yeux, vous avez déjà un petit peu des bilans là-haut. Hein, ils se disent, oui, que devient le pyruvate? Du lactate. Voilà. Puis on a même consommé un IH+. On a consommé un ion H+. Donc la méchante acidité, quand le lactate il est créé, elle est consommée. On sait depuis longtemps que le lactate permet d'absorber des ions H+, et il n'en crée pas. Il faudrait que je le chante, ça. Pour ceux qui voulaient s'intéresser au glycogène, qu'est-ce qui vient que le glycogène? Le glycogène, lui, quand il est utilisé, au lieu d'utiliser un ATP, on lui colle un phosphate inorganique, donc c'est l'économie d'un ATP. Ce qui fait que 4 moins 1, ça fait 3. Donc quand on part en fait du glycogène, on arrive à 3 ATP. Quand on part en fait du glucose, on arrive à 2 ATP. Voilà d'où vient le truc, c'est pas non plus extrêmement violent. Hein, ce serait plus intéressant d'utiliser le glycogène. Le glycogène, c'est la forme stockée. Alors, on n'a pas des stocks infinis, il est là le truc. Hein. Si vous n'avez pas stocké beaucoup de glycogène, il vaudrait mieux avoir beaucoup de glucose dans le sang pour l'effort. Hein, parce qu'en fait, le glycogène, c'est combien? Je ne voudrais pas dire de bêtises à l'oral, c'est 25 grammes par kilo peut-être. Il faut que je vérifie en fait ce que je suis en train de dire. Je regarderai. En tout cas, bon, on en a 2000 kcal en gros.
Allez, on a un petit truc. Est-ce que le lactate est responsable des courbatures? Bon, normalement, vous avez compris. Non. Ouais, bah, c'est encore renseigné, c'est encore dit quand même. Alors que c'est quoi une courbature? C'est souvent une douleur qui arrive parce qu'on a fait quelque chose d'un peu plus intense que d'habitude ou d'inhabituel. On n'était pas habitué. Et puis on se retrouve d'un seul coup avec des petites douleurs. Alors, ce schéma, il est vieux, hein. Enfin, ce schéma, non, ce sont des vraies photos. On a un muscle qui a travaillé, on a zoomé à certains endroits. Ça devrait être comme ça avant, et puis finalement, c'est comme ça après. Ça veut dire qu'il y a souffrance, hein, quand on voit ici que ce n'est pas aussi joliment assuré. On se dit, bon, bah, c'était des micro-traumatismes, hein, on avait cru comprendre ça. On avait aussi des choses précises, on savait que c'était au bout de 3 jours, que ça commençait à faire mal, et puis que ça pouvait redescendre assez fortement au bout de 4-5 jours, mais on peut avoir mal des fois très très longtemps. On a le stade initial, le stade autogénique, c'est que pendant 3-4 heures, ça continue à se détruire là-dedans. Vous avez le réticulum sarcoplasmique qui est un petit peu déchiré, il libère le calcium il se promène, il va reperforer en fait des membranes. Donc quelque part, on continue à faire des courbatures. Ensuite, on a le stade phagocytaire. Donc phagocyte, hein, c'est manger. Et quand on mange, on est en train de leur donner des informations pour que derrière, il y ait en fait une régénérescence. Et c'est souvent pendant la stade ici que c'est inflammatoire qu'on a cette douleur. Alors il y a eu beaucoup d'écrits sur les DOMS, hein, donc les douleurs retardées en fait dans le muscle, hein, comme nous on appelle les courbatures. Et dans un article récent, là, hein, il est récent celui-ci, plus moi comme je suis myope, là, je suis en train de chercher l'année, mais bon je ne l'ai pas. C'était en train de dire quoi? Qu'il y avait en fait plusieurs théories, comme l'acide lactique, les spasmes musculaires, l'inflammation, le dommage des tissus conjonctifs, des muscles tout simplement un peu endommagés, en fait, et puis ce qu'on a dit, en fait, je suis en train de chercher comme des radicaux libres, en fait, hein, qui sont en train peut-être de se promener. Bon, on a essayé d'expliquer ça pour les mécanismes, mais en fait, il n'y a pas une seule réponse individuelle déjà qui réussissait à répondre, et puis mieux que ça, parce que en fait, ce qu'ils sont en train de citer là, voilà, l'article 5, c'était un vieil article de 2003 qui faisait très très bien le point déjà sur les courbatures. Voilà, hein, de Chung, c'est 2003 ça, hein, de mémoire, je ne vais pas chercher si c'est là-haut, voilà. On avait en fait, donc, il reprend ce qu'il lui avait dit en fait, hein, qu'il y avait plusieurs en fait théories qui avaient été faites, et ce qui était assez marrant, c'est qu'il avait dit que, en fait, dans l'article, c'était marqué d'entrée. Hein. D'entrée, on sait que l'acide lactique peut être tout de suite rejeté pour une raison simple, c'est qu'on crée des courbatures sans avoir besoin de créer des hauts niveaux de lactate, voire pas du tout. Et eux, ils parlaient d'acide lactique à l'époque. Donc déjà, ça, c'est dans l'article, premier truc viré, allez, l'acide lactique, on dégage ça. En 2003, hein, ça fait 17 ans. Donc, toujours le même article très récent, on vous dit que finalement, on a découvert que les fuseaux neuromusculaires sont très 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 sensibles en cas de courbature. Vous savez, ils sont protecteurs, les fuseaux neuromusculaires. Hein, c'est le fameux réflexe myotatique, hein, quand vous appuyez très vite, très fort sur le tendon rotulien, donc patellaire, derrière le quadriceps se contracte. C'est ce qui vous empêche de tomber quand vous marchez dans la nuit, qu'il y a un trou d'un seul coup. Très vite, vous fléchissez le genou, donc il y a un étirement rapide du genou et le quadriceps se contracte. Hein. Ça évite de réfléchir, ça se fait tout seul. Même si le cervelet prend le contrôle après pour pas qu'on en tombe, parce qu'il n'y a pas qu'un quadriceps quand on est en équilibre. Donc on s'est rendu compte que les fuseaux neuromusculaires ont un rôle très important et qui sont en fait un petit peu sensibles. Et on en arrive à que c'est finalement un problème en fait de transmission nerveuse, hein, pour l'axonopathie, qui dit superposition répétitive de compression avec une demande cognitive coïncidente, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de demander en fait des actions, donc du coup le muscle est en train de souffrir en même temps. Il y a vraiment une hypersollicitation du système nerveux et du mécanique derrière, couplé avec une micro-blessure possible, hein, tissu environnant, et renforcé par une inflammation, une médiation immunitaire. Mais ça peut expliquer le pourquoi j'ai mal tout de suite le soir, et que j'ai mal des fois que dans 2 jours, voire j'ai mal ce soir et pendant 2 jours, en fait. On fera un cours entier, enfin on fera une vidéo entière, je pense 10 minutes que là-dessus. Voilà. Donc déjà ça, on peut se le retirer. Les crampes, on a bien le droit, hein, lactate et crampes, c'est encore entendu en 2020 ça. Bon, on a un article, c'est en français, qui l'a pas lu, je sais pas. Hein. Moi j'aurais presque envie de vous le laisser le lire en fait, hein. Vous faites une pause, vous refaites une pause là. Mais en tout cas, le déficit hydrominéral, vous mettez à la poubelle. Ça fait longtemps qu'on a dit, bon, bah, c'est pas intéressant. On en arrive aussi, donc pareil, il y a peut-être un souci au niveau des fuseaux neuromusculaires et des organes tendineux de Golgi qui font la jonction
myotendineuses, qui sont plus du côté muscle que tendon finalement. Hein, il y a sûrement des conflits ou moments qui arrivent et qui amènent à une contraction musculaire en fait tétanisante. Bon, en tout cas, ça fait longtemps qu'on a viré le lactate. Hein. Donc, voilà, on a la même chose. On fera un autre cours plus tard, parce que les gens vont dire, bah alors la fatigue musculaire, alors, parce qu'on parle de métabolisme. Bah regardez ici, on a des 1, 2, 3 jusqu'à 9. Dans l'article, il se précise bien que chaque petit point peut être une source de fatigue. Donc il peut y avoir plein de points défaillants. Donc déjà, boum, pour certains, c'est le cerveau. Bon, ça, c'est pas un scoop. Mais pour revenir en fait là, on a le réticulum sarcoplasmique dans lequel donc, il y a du calcium. Il faut des pompes. Donc on les appelle les pompes Cerca d'ailleurs. Si on veut faire rentrer le calcium, il faut bien que l'ATP en fasse son boulot. Et puis donc on a une consommation d'ATP ici. Quand on envoie une information nerveuse, parce que là en fait on reconnaît la plaque motrice, hein, jonction neuromusculaire, synapse, au bouton terminal. En tout cas l'information ici électrique arrive, il va y avoir quelque chose de chimique. Les potassiums à un moment donné vont sortir, et c'est pareil, on a besoin en fait de les faire rentrer, et pour ça il faut de l'ATP. Et ATP égale à chaque fois libération d'acidité, acidité, là, il y en a beaucoup de l'acidité, toujours pas à cause de la glycolyse. Je vous laisse répondre un petit peu, on a un petit bilan et puis on se dit tiens, on a une petite question, et on essaie d'y répondre. Celle-là c'est pour votre logique à vous. Alors que nous dit ici Roberts? En fait ça nous dit que la glycolyse a un bilan neutre. Il me semble avoir oublié de vous mettre un autre résultat. Non, parce qu'elle était un peu compliquée. J'ai retiré en fait quelque chose, non, c'est ça, de l'article de Robert qui faisait bien un beau bilan de la glycolyse pour dire, regardez, son bilan il est neutre. Il n'y a donc pas de production en fait d'ion H+, et donc d'acidité par la glycolyse. Donc le lactate, encore une fois, au contraire, c'est l'inverse. Plus il est produit, et plus il fait remonter en fait le pH. Mais alors maintenant, quand on faisait on en fait encore de la récupération active, c'est quoi le truc? La récupération active, c'est le lactate disparaît. Oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, il est consommé, voire en fait, comme on ne demande pas des sources importantes, on peut tourner un peu avec les graisses, on peut faire d'autres choses. Et le lactate, il est pris tranquillou par le foie, il est réutilisé, enfin il n'est pas réutilisé, il est tout de suite remis en fait sous forme de glycogène à la fin, comme il peut être utilisé. Et si on prend ces petits tableaux, je vous laisse les regarder un petit peu. On va faire une pause, de toute façon, je reprends. C'est dire, oui, donc on peut courir et faire en sorte que le lactate disparaisse plus vite. C'est ce qui se passe en fait. Bon, alors continuons sur le sujet. Je vous ai mis un article, j'aurais pu en mettre deux, un suffira. Celui-ci était sympa sur la récupération passive qui finalement démontre que c'est plus intéressant que la récupération active. Alors, ils mettent en plein milieu de l'étude, des études menées antérieurement indiquent qu'en cyclisme, en natation, en course à pied, la récupération active entre les périodes d'exercice supramaximal résulte en une moins bonne performance que la récupération passive. C'est pas trop un scoop. Alors, c'est quoi le truc? Récupération active, déjà, qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on veut récupérer en faisant quelque chose. C'est-à-dire que vous venez de faire de la Formule 1, vous avez fait 70 tours en fait, de la piste, et finalement, il y a un mec qui vous dit, allez, reprends la Formule 1, là tu fais 2 tours, mais tu le fais à 70 km/h tranquillement, genre ça va refaire de l'essence. C'est ce qui se passe avec un humain quand même. On vient de faire des efforts très, très importants, et quelqu'un vous dit, allez, tu fais 2 petits tours de piste, là, tu fais 10 minutes d'effort aérobie, et puis ça va te remettre un petit peu d'aplomb. Mais ça peut pas, vous ne pouvez que consommer en fait de l'énergie. Alors, les études sont claires maintenant. Quand on démontrait que c'était bien, il fallait reprendre le contexte. Les gens qui font de la récupération dite active toute l'année pour 2-3 ans sont meilleurs que les autres, mais en fait, ils s'entraînent plus. Parce que, je connais plus les footballeurs. Mais allez dire un footballeur qui vient de finir sa séance, allez, on fait un petit 10 minutes d'aérobie. Je dis, ouais, c'est bon, je vais à la douche. Et les gars, récupération active, allez, on fait 3 tours. Oh, ok, récupération active. Et concrètement, si vous êtes en train d'enchaîner des compétitions, des matchs, en plein là, vous avez vendredi, samedi, dimanche, 3 jours de compétition. La compétition faite à 15h le vendredi, il n'y a pas de récupération active le soir, il n'y a rien en fait. On récupère, donc on fait rien, on mange, on dort. Par contre, après une séance, c'est-à-dire on refait 10 minutes d'aérobie, c'est pas si mal. Par contre, l'idée qui était je vais essayer d'éponger les lactates, c'était pas bon. Alors après, on a essayé de mettre le NH3, je crois, on a essayé de trouver un autre coupable, mais ça marchait toujours pas. Pas de récupération active si le but c'est de refaire quelque chose derrière.
Allez, continuons sur le sujet lactate, sur la fatigue. Il y a un truc rigolo, c'est qu'on est passé du méchant lactate à l'effet protecteur du lactate. Ça, c'était en 2001, hein, c'est vieux, ça a 19 ans. Non seulement c'était le lactate, c'est intéressant, mais en plus, ça pouvait emprisonner les ions potassium, donc permettre encore un meilleur influx nerveux. Et bon, moi, je voyais ça passer, c'était un peu magique. Pareil en réanimation, quand ils sont intéressés au lactate, pour dire finalement, le lactate n'est pas le problème. Il démontre qu'il y a un problème sur le transport de l'oxygène. Voilà, la cellule est en souffrance. C'est ça surtout. Donc le lactate, il est dégagé dans le sang, mais c'est pas le lactate. Et puis la baisse du pH, c'est toujours pas le lactate non plus. Hein. Ça, c'est assez impressionnant de voir ça. D'ailleurs, sinon, pourquoi au moment de la naissance, ça c'est des photos que j'ai prises moi-même, on met du ringer lactate en fait aux femmes sur le point d'accoucher. On met du lactate. D'ailleurs, c'est marqué, hein, quand vous lisez en fait sur le ringer lactate, c'est marqué attention, risque, si on en prend trop, risque alcalinisant et non pas acidifiant. Bon, enfin voilà, hein, je pense qu'on a arrêté de démontrer qu'il était coupable, hein, mais il serait temps. Alors on a quand même ces schémas-là qui existent encore, ils sont vrais, mais c'est vous voir que ça a un lien avec le terme lactique. Quand on n'est pas entraîné, on a nos lactates qui apparaissent tôt en fait dans le sang, et puis bon, qui montent pas haut, et puis alors qu'on est en fait sur un même effort, là si on parle de puissance, pour rejoindre le même niveau de lactatémie d'avant, on est capable maintenant de faire plus d'exercices. On se disait, bah, tu vois, les lactates, ils apparaissent plus tard dans le sang. Donc, t'es mieux entraîné parce qu'ils apparaissent plus tard. Alors, ils apparaissent pas plus tard, en fait, dans le sang. Oui, mais dans le muscle, ils ont quand même été faits, quand même été produits. C'est juste que maintenant, on les a consommés. Alors, ça s'appelle en chimie de la clairance. La clairance, c'est la différence entre la production, en fait, d'un élément quelque part, et puis sa mesure ailleurs, tout simplement. Hein, imaginez que vous soyez en fait dans une pièce, il n'y a que des enfants, vous avez produit 10 gâteaux, et puis vous arrivez, finalement, le mec avec son plateau, il n'en apporte que 2 dans l'autre pièce. Bah oui, mais là-bas, ils en ont mangé plein, quoi. En fait, il est là, donc on dit, il n'y a que 2 gâteaux de produits. Bah non, en fait, il y en avait 10. Bon, donc le lactate, j'ai laissé le titre, c'est la patate, il faudra garder ça. Dans l'article de Brooks, on était à 3 fonctions majeures pour lui, source d'énergie, source pour justement refaire aussi de l'énergie, et puis une molécule capable finalement d'envoyer des informations. Alors peut-être que c'est même un signal à faire des mitochondries, peut-être que ça a un petit rôle. Par contre, partout où c'est diffusé, il va se passer en fait derrière, il va y avoir de l'énergie. Il faut lire cet article en fait. Donc finalement on en revient à, c'est un peu Dark Vador, finalement à la fin il redevient gentil, quoi. Bon, l'équation je vous laisserai la résoudre tranquillou. Bon alors, et en français alors on trouve des choses? Ben oui, on trouve des choses. C'est je pense la seule qui publie des choses correctes sur le sujet. En France, bien sûr, pas toute seule. On doute bien qu'en France, il y a quand même 2-3 endroits où ils doivent dire des trucs pas trop faux, mais c'est quand même dur à trouver. Je suis bien placé pour me rendre compte. Donc on peut trouver des trucs quand même en français pertinents. Voilà, c'est toujours sur ces articles avec une conclusion. Je vous laisse faire une petite pause parce que je passe un petit peu là-dessus. Alors on peut trouver quand même des trucs, alors c'est très simplifié, le podcast qu'on a fait avec Pierre Debro, ça a 2 ans, la petite vidéo plus accessible avec Antoine Fonbonne, très dernièrement là, un peu plus technique sur la chimie, un peu avec Raphaël. C'est plus Blablaro au labo, je crois que c'est Blablaro au tableau maintenant, mais enfin, on trouve très vite le truc. Dans le bouquin, nous on reprend ce que je viens de vous faire là à l'instant. Donc la puissance maintenant de la glycolyse, donc l'anaérobie lactique, bon, on est à 30 secondes, réellement de 5 à 40 secondes, ça dépend de votre niveau d'entraînement. Efficace encore vers 3 minutes. Je vous laisse lire le tableau, les substrats, et puis finalement, produit final, le lactate, facteur limitant, peut-être la baisse du pH, des enzymes insuffisants pour créer des lactates, un manque de 2, pas assez de mitochondries, plein. L'anaérobie, donc lactique pour l'entraîner, les mêmes tableaux, là je vous laisse faire une petite pause, parce qu'on passe maintenant à l'aérobie, c'est la dernière partie, mais partie assez importante. Donc là, on est sur des efforts qui commencent à durer un peu plus longtemps, pour que ce soit vraiment la filière dominante, évidemment. Et c'est la suite. La suite, c'est quoi? C'est le lactate qui rentre dans la mitochondrie. C'est le lactate aussitôt rentré dans la mitochondrie. Aussitôt, il redonne 2 ions H+, réellement.
Donc ça redevient pyruvate. On était en pyruvate, on devient lactate, lactate, pyruvate. Et oui, mais c'est comme ça. Les ions H+, seront pris en charge par la chaîne respiratoire. Il y a un petit produit qui va nous permettre de faire de l'acétylcoenzyme A. À ce moment-là, du CO2 est déjà évacué et on rentre dans le fameux cycle de Krebs. Le cycle de Krebs qui est capable à la fois de complètement finir, détruire le sucre initial, parce que qui est devenu en fait de lactate, il va l'exploser en fait. C'est un mixeur en fait, le cycle de Krebs. Souvent on n'arrive pas à dire, je ne vois pas ce qui fait ce cycle. Il va vous en faire des miettes. Et les plus gros morceaux, c'est ceux que vous allez ressortir. Là, c'est le CO2. Mais ça passe pas, ça, dans le compresseur. Ceux-là, on les retire, on les dégage. Donc, ça veut dire qu'on avait du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Le carbone et l'oxygène, il sort. Finalement, c'est que les petits ions H+, qui nous intéressent. Finalement, ce qui semble être un frein, c'est juste ce dont on a besoin pour refaire de l'ATP. Donc, les petits morceaux qui restent, les tout petits morceaux seront pris en charge par des transporteurs que je n'ai pas fait apparaître tout de suite, mais ils apparaîtront. On ira dans la chaîne de transport des électrons. La chaîne de transport des électrons, on va la détailler après. C'est la voie de reconstruction de l'ATP. Ça veut dire qu'on a un fameux complexe F1, F0, on va le voir tout à l'heure, avec de l'ATPase parce qu'on reconstruit de l'ATP. On a de l'ADP ici, le phosphate inorganique, on l'a puisé dans le cytosol, donc dans la cellule musculaire, on le met dans la mitochondrie. L'ADP plus PI dans la chaîne respiratoire devient ATP. Et marrant, l'ATP ne quittera jamais la mitochondrie. Alors comment on fait pour que l'ATP vienne ici? Eh bien, c'est pas ça le truc. Bon, déjà, on évacue les... Puisque l'ATP a été produit, on termine ça vite fait. L'oxygène, ici, récupère les petits déchets qui sont en trop, en fait, et ça devient de l'eau. Et là, on a les vrais déchets, la H2O et CO2. Et regardez bien, O2, le O, il est là. C'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que, moi, j'essaie de le montrer comme ça aux gens. On va le voir après, mais on est dans une grande banque. Tout le monde bosse ici, et puis... dans cette banque, de temps en temps, il y a des papiers là qui sont à mettre à la poubelle. Donc il y a une belle corbeille. Tout le monde a rempli la corbeille parce que tout le monde travaille. Et dès que la corbeille est pleine, on ne peut plus continuer à travailler parce que si je jette le papier, il va tomber par terre. Mais on est tous propres. Un mec rentre, vide la corbeille, c'est bon, on se remet à bosser. C'est le rôle de l'oxygène. Le rôle de l'oxygène, c'est de débarrasser les déchets qui sont trop. S'il y a trop de déchets, les réactions s'arrêtent. Donc ça veut dire c'est tout simple. Plus l'oxygène arrive, plus les réactions peuvent continuer. Bon alors nous, maintenant qu'on y est là, notre ATP, justement, il est fait. Quand l'oxygène est devenu de l'eau, ça y est, l'ATP va se faire juste derrière. Regardez, la créatine qui est là depuis le début, elle attend que ça, elle. Quand elle rentre, en fait, parce elle commence à être en grande quantité, quand elle rentre dans la double membrane de la mitochondrie, elle touche de l'ATP. L'ATP donne très rapidement son groupement phosphate à la créatine, parce que l'ATP, il est là pour ça, c'est son rôle. Il lâche rapidement, en fait, il fait vite des phosphorylations et de l'hydrolyse. On a refait la phosphorylcréatine. Tous merdier, excusez-moi du terme, tous pataquès pour faire de la phosphorylcréatine. Donc, anaérobie lactique. Alors comme c'est pas, on va pas faire de la bagnole, là, en fait, la créatine phosphate, elle redonne en fait à de l'ATP, qui redonne à de l'ATP. Enfin, c'est ce qu'on appelle un système de navette. Il ne faut pas trop s'affoler avec ça. C'est juste que à la fin, la phosphorylcréatine reviendra simplement, et puis faire le petit cycle ici de la contraction musculaire. Donc bon, je termine aussi. Juste, il faut bien qu'on prenne des phosphates inorganiques. On peut maintenir. C'est comme ça que certains parlaient de glycolyse aérobie et de glycolyse anaérobie. Un peu tordu en fait. C'est juste que la glycolyse fonctionne toujours comme ça, mais ça, c'est un peu plus lent pour réussir à se faire et à maintenir un certain niveau. Voilà. Bon, on a un petit peu bouclé la boucle. Ça veut dire qu'on vient de comprendre pourquoi l'aérobie est indispensable à l'anaérobie lactique. Puissance et capacité de la voie de l'oxygène. Donc la puissance, c'est le 3000 mètres. Le 3000 mètres, ça veut dire que c'est presque l'équivalent du VO2 max quelque part. Donc on est à 6 minutes. 3,9 la moyenne, on va dire. Enfin, les écarts, mais 6 minutes pour la moyenne. Et c'est ça le fameux schéma de Wald qu'avait recorrigé un petit peu Portsman en disant, bon, finalement, c'est pas je cours, je décélère, c'est quand je suis là, je dois cumuler l'énergie qui est en dessous et celle-là. Et ça fait que je dois raisonner sur un ensemble avec peut-être des dominantes. Voilà. Mais toute dominante que je mets ici, à un moment donné, je la paye plus loin, quoi. Les filières fonctionnent ensemble avec des dominantes. Ouais, ok. Donc elles fonctionnent là ensemble, on a compris, j'ai envie de dire point barre, quoi. Et pour aller plus loin, et ça vient pareil, de savorsport.org, c'était chouette ce site, et puis il a disparu. Il y avait ce petit truc où ils avaient fait donc une étude, l'étude était traduite, ils avaient fait des 50 mètres,
espacés. Il y avait des prélèvements sanguins qui étaient faits, donc chaque 50 mètres, ça durait à peu près 6 secondes, et on en arrivait à une lactatémie qui grimpait quand même à du 14 millimoles. Si ça ne vous parle pas, au repos, on est à 2. Quand vous venez de faire un test navette, on est à 10, 11 à peu près, pour trouver votre VO2 max. Pourtant, vous avez les poumons en feu. Vous faites un sprint très fort, un seul de 100 mètres, on monte à 17 millimoles. Vous faites un 400, vous montez à du 28 millimoles. Voilà, donc ce qui est étonnant, c'est que sur des trucs de 6 secondes, si on a autant de lactate, c'est qu'on a fait tourner de la glycolyse. Donc c'est qu'à ce moment-là, on savait déjà que des 50 mètres, c'était pas de l'anaérobie lactique pure et dure. Comment on peut dire encore en 2020 que l'exemple typique de l'anaérobie lactique, c'est le 100 mètres? Bah non, en fait. Pour ça que je vous dis quand il y a du nouveau dans les filières. Et on comprend au bout d'un moment qu'à force de répéter même ça, c'est l'aérobie qui va être améliorée. C'est ça qui était assez marrant. On comprend qu'à force de répéter des sprints, la voie aérobie, en fait, s'améliore. Donc, on est en train de se dire, on a fait de l'anaérobie lactique, on fait de l'anaérobie lactique et on améliore même l'aérobie, finalement. Pareil, pour comparer donc, du 6 secondes versus 10 secondes, parce qu'à la fois, on nous disait que l'oxygène, ça venait pas tout de suite. Bah, on y va. Finalement, l'O2, 7,5% de la performance, 14% de la performance. La glycolyse carrément dominante sur notre exercice en fait, du 10 secondes. Et ça, l'air de rien, on le retrouve dans des vieux bouquins américains. Alors celui-là, il avait été traduit en français, c'est le McArdle Catch and Catch. L'air de rien, moi je reprends le truc, c'était déjà en français, donc on pouvait le trouver quand même. Je ne vois pas qui a raté ça. Bon, d'autres études qui vont un peu plus loin, où on arrive à trouver de l'oxygène sur des temps très 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 courts. Là, je remets les deux qui existent. On compare le 100 mètres avec le 400 mètres. Le 400 mètres, c'est quand même un quart de la performance liée au système aérobie. Donc, on essaie de se dire, le système aérobie fonctionne tout le temps. Là, quand on fait un marathon, alors ça dépend, si on est très bon, on court à 20 km/h. Et puis si on est sur un 100 mètres, on court à 44. Donc plus on va vers la droite, plus ça court vite. Et finalement, c'est quoi? C'est l'anaérobie viendrait s'ajouter en fait à l'aérobie. Mais attention en fait, de le voir comme ça en pensant que c'est distingué. Non, mais à chaque fois que vous tirez sur l'anaérobie, finalement l'aérobie vous limitera de toute manière en fait. Chaque fois que je monte un curseur, l'autre descend un petit peu. Poussons un petit peu, essayons de voir avec un petit recul ce qui se passe dans la mitochondrie. On l'a dit, le pyruvate il rentre. Alors d'habitude c'est de lactate, mais le pyruvate peut aussi rentrer en fait, c'est pas un souci. Il rentre moins, là c'est parce que l'exemple il est fait comme ça. On a des premières réactions en fait qui se font assez vite. L'acétylcoenzyme A sera très vite en fait créé. Le cycle de Krebs sera fait. Le cycle de Krebs c'est ça. Le cycle de Krebs il peut construire en fait des choses comme il peut détruire. Là on est sur par contre une destruction totale en fait de ce qu'on a apporté. C'est facile de le détailler. C'est un ensemble en fait de réactions et à la fin le produit initial revient. Ça veut dire qu'en fait c'est ce qu'on a ajouté qui va lui en fait se faire transformer. C'est quand même assez bien fait. C'est la vie. Et tous les petits morceaux là qui sont en vert, c'est tout ce qui va être récupéré pour ensuite aller à la chaîne de transport des électrons. Donc on l'a dit, c'est un malaxe en fait. On est en train de récupérer, de tout détruire, tout dézinguer pour prendre des petits morceaux. Les plus gros morceaux sont évacués de la cellule, le CO2, il y a l'eau qui va sortir. J'avais dit que j'en parlerais très vite. La glycolyse peut ne pas aboutir à être entière, puisqu'en fait, à un moment donné, on a des enzymes limitants dans le cycle de Krebs. Donc, là, par exemple, l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. C'est-à-dire que la glycolyse est là pour fournir en fait, en enzyme, à un moment donné, le cycle de Krebs. Donc, pour l'utilisation des graisses, c'est pour ça qu'on comprend qu'il faut quand même des glucides pour utiliser les lipides. Et s'il n'y en a pas, il faut encore trouver une autre stratégie. Ensuite, continuons. ATP produit, CO2, alors petite quantité, CO2 est produit. Il y a des taxis pour envoyer tous les petits trucs à la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire utilise l'O2. Et la chaîne respiratoire, cette vidéo qui est magnifique en fait sur YouTube, retrouvez-la. Alors, moi j'ai déjà regardé, donc j'ai mis directement, quand on est à 1 minute 12, vous avez ça, c'est à voir, ça fonctionne en permanence, jour et nuit. Vous voyez, on a l'impression que c'est un truc mécanique, mais c'est la pompe à ATP. C'est là que l'ATP est fait en fait. La chaîne respiratoire, on va voir, c'est 5 complexes. Complexe, on a l'impression que c'est complexe. Ça l'est la première fois, puis ça l'est finalement pas tant que ça, même si c'est quand même sacrément bien fait.
comment la nature a réussi à créer ça toute seule, c'est chouette. Là, l'ATP en fait se crée en fait à chaque fois que c'est tourné, ce sont des pompes à protons. On est en train de faire la réaction inverse en fait de l'hydrolyse en fait de l'ATP. Alors, je vais aller à 2 minutes 30 parce qu'à 2 minutes 30, voilà, vous avez en fait les 5 complexes. Alors chaque complexe a son rôle. Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle les pompes à protons, ce qui gère en fait les électrons. Le complexe 4, lui, c'est ce qui va gérer en fait l'oxygène pour en faire de la flotte. Donc en fait, virer un maximum d'ion H+. À 7 minutes 04, on se croit dans Men in Black. Parce qu'une fois qu'on s'est focalisé sur les 5 complexes, on dit regardez, en fait, il y en a partout sur toute la membrane. C'est pas juste un petit endroit, c'est partout en fait. Et ça, c'est chouette de le voir comme ça parce que sinon, on reste avec des cases, on n'arrive pas à voir que la vie. Et plus votre mitochondrie elle est grosse, plus il y a de réactions, plus vous en avez, plus il y a de réactions en fait. Alors, je reprends le truc. La vidéo là, elle dure 7 minutes, mais elle est en anglais. Alors. Même si on est pas mal en anglais, c'est quand même mieux en français. Alors vous allez en bas à droite, hein, vous allez mettre les sous-titres, et dans les sous-titres, vous demandez une traduction, vous mettez en français. Bon, franchement, la traduction, elle est juste super. Ça, on a fait. Maintenant, on dit, allez, on le refait en version schématique. Là, tous les transporteurs à électrons et protons arrivent, donnent à chaque complexe. Le complexe 1, il vient de gérer déjà des électrons. Le complexe 3 vient de gérer en fait des protons. Les électrons sont encore gérés. Le complexe 4, protons, électrons, et là, on vient de former l'oxygène, en fait, vient d'intervenir avant que l'ATP soit créé. On vient de faire libérer en fait la flotte pour que, en fait, à la fin, la dernière pompe à protons fasse notre ATP. Vous voyez, ça a l'air complexe, mais quand on regarde la vidéo, quand on regarde ça plusieurs fois, on se dit oh, c'est simplement que chaque complexe a son petit rôle. Chacun se permet de renouveler en fait un des transporteurs, puisqu'en fait on avait du NADH plus H, et ben on en fait du NAD, il repart. Le FADH redevient FAD, il repart. Ah bon, enfin c'est simple. Au final, c'est pas si complexe que ça. H2O est évacué, la chaîne est un petit peu bouclée. Ça, on l'a expliqué, donc ça me permet d'aller un petit peu plus loin. Ça aussi, je l'avais déjà anticipé, donc c'est fait. Le thermalactique, je vous ai dit pourquoi il devrait partir, parce que les muscles produisent toujours du lactate, c'est juste la différence quand on les voit dans le sang. Moi, j'aimerais bien qu'on comprenne qu'il y a les réactions de contraction musculaire qui se font en permanence, donc l'hydrolyse de l'ATP. On a l'anaérobie lactique qui se fait, la glycolyse, le système aérobie, mais au final, c'est quoi? Tout ça, c'était le même schéma. C'est nous qui avons mis des cases et des couleurs pour essayer de se dire ah d'accord. Il se passe ça, ouais, il se passe ça. Puis on voit que la créatine, c'est pas pour rien, elle est prise à la fois dans l'anaérobie lactique et à la fois en fait dans les voies aérobies. Et même on aurait pu le faire avec la phosphocréatine, parce que finalement, c'est même pas que si ça marche pas, il se passera jamais en fait cette partie-là. Après, on peut très bien se dire, bon, finalement, quand je fais un lancer de javelot, c'est plutôt un effort anaérobie lactique très très puissant. Si je fais un sport de combat de 2 minutes, c'est plutôt une dominante de glycolyse. Et dès que ça dure longtemps, un sport collectif, c'est plutôt de la voie aérobie. Allez, si ça parle, on essaie de se le mettre comme ça. Je vous laisse découvrir en fait maintenant le petit tableau final. Se dire, c'est quoi les facteurs limitants? VO2 max, votre capacité, votre puissance, le stock de glycogène, la destruction de la chaleur, génération en plein. On fera un autre cours là-dessus. Entraîner cette partie, là, on n'en finit plus. Hein. Il y a des livres entiers, donc il y a la très grande base de la capacité, les très grandes clés de la puissance. Il y a même si vous êtes complètement débutant, vous avez un débutant à prendre en charge, il existe des tableaux de progression qui sont très bien faits, parce que là, ils sont adaptés normalement à presque tout le monde. Ils sont vieux, hein, ils ont été mis à jour, mais il n'y a pas de grosse différence. Et c'est pour ça que c'est important de connaître les intensités avec les fréquences cardiaques, parce que ça revient au VO2 max. Vu dans d'autres cours. Et ce qui m'arrange dans ce modèle, c'est qu'on a une durée, ici il y a une intensité, regardez, la durée est faite sur la semaine 2 n'est pas changée, par contre l'intensité, pardon c'est l'inverse, la durée est augmentée mais pas l'intensité, donc une semaine sur 2 c'est l'un ou l'autre. Ici je ne touche pas à l'intensité, j'augmente la durée. Maintenant, semaine 3 je garde la durée, j'augmente l'intensité et comme ça jusqu'au bout. Ça veut dire que déjà, on a des bases de l'entraînement ici. On a 2 curseurs principaux, volume et intensité. C'est l'un ou l'autre, pas les deux, ou rarement les deux. C'est une erreur. On laisse le corps s'habituer. Les outils pour être capable de faire ça, bon, on les connaît, on les revoit. Ce tableau-là, je vous laisse faire une petite pause, mais il était très bien fait. Puis c'est encore du Perronnet.
pour se dire alors qu'est-ce qu'on a en fait en fonction des intensités, quels fils musculaires sont en train de travailler, je joue sur quoi, est-ce que je travaille ma VAM ou pas. Et notre fameux tableau qu'on devrait être capable de remplir. Alors, je vous montre tout de suite une information fausse. Voilà ce qu'on retrouve encore dans des cours, des vieux bouquins. Dire à 100 mètres, c'est 98% d'anaérobie lactique. Comment on peut sortir, une connerie pareille? En fait, ça, ce sont les tableaux de Fox et Matthews de 85. 85, c'était il y a 35 ans. Il y a 35 ans, j'avais 9 ans. Bon, c'était impressionnant, mais sauf que depuis, il s'est passé d'autres trucs. Par exemple, en 97, il y a eu Newsham qui s'est dit, allez, 92, pardon, qui s'est dit, j'avais 16 ans, qu'on avait des mesures un peu plus précises. Et on le retrouve dans le McIrdle, c'est en français. Donc, qui n'arrive pas à mettre ça à jour, je ne sais pas. Petit résumé de tout ce qu'on a fait, mais c'est vraiment un petit résumé. Mais enfin, si on avait ça, ce serait déjà pas mal. C'était un texte à la base qui venait d'un cours, je sais plus d'où, c'était sur Paris, mais les phrases étaient bien faites. J'ai juste changé, j'ai retiré les acides lactiques, les machins, les trucs. Mais je l'ai remis à la sauce, mais c'est vrai que c'était bien résumé en fait comme ça. Et maintenant, il y a un piège. Le piège, c'est qu'il faut répondre à tout ça. Alors, il y a juste à faire une pause, mais avant de faire la pause, soit vous y arrivez et c'est super, soit vous dites aïe, j'ai raté des infos, et comment ça marche? Il faut revenir en arrière. Concrètement, ce cours-là, il dure 8 heures vraiment. 8 heures de cours en 1 heure et demie. À peu près, il faut quand même il faut prendre des notes, faire des petites pauses et peut-être le réécouter 2-3 fois. Et enfin, une mini bibliographie, mais parce qu'on a déjà cité des choses tout à l'heure en fait. Dans Physiologie du sport et de l'exercice, vous tomberez sur des bons trucs. Le Portsman aurait dû apparaître. Biochimie des activités physiques chez Deboc. Biochimie structurelle et métabolique pour ceux qui aiment de la bioche pure. La fameuse vidéo YouTube sur la chaîne Inspiratoire qui est vraiment merveilleuse. Il faut que je commente parce que les pauvres ils doivent avoir 3 vues. Ils mettraient une nénette avec les seins à l'air et ils montraient à 300 000. La bulle de préparation physique, on a un petit chapitre quand même sur le métabolisme qui est pas trop mal. Et puis du métabolisme très joli en fait, un métabolisme autogène. Voilà monsieur dame, et écoutez, derrière, il vous salue bien bas.